Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition de la Nuit du Sport sur Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir, nous sommes là. Merci de nous recevoir chez vous. Ce soir, c'est un mercredi un peu particulier parce que là, nous sommes au lendemain du deuxième sacre consécutif back-to-back, comme on entend depuis quelques jours, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Saint-Germain, Cameroun est évidemment dans la place ce soir pour célébrer avec nous ce deuxième sacre consécutif en UEFA Champions League. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons. Bonsoir, merci d'être là. Félicitations. Merci. Voilà, nous sommes juste à côté de Blaise Penda. C'est le vice-président du fan club PSG du Cameroun. Blaise, bonsoir. Bonsoir Lydie. Et félicitations. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Le tapis rouge. Hein. Bah ouais, il faut, hein. On est là pour ça. Voilà, on va un peu faire le tour. Vous passez le micro, voilà. Bonsoir, bonsoir. Moi c'est Gégé, Paris Saint-Germain, 2 étoiles. Natacha Mbenga, deuxième finaliste. Et Bongué Odile, fan du PSG depuis la tendre enfance. Et on est back to back. Ah oui, Eric Banga avec le PSG. Merci pour la deuxième médaille. En tout cas, merci d'être là. Merci à Landry, en tout cas, d'avoir permis que vous soyez là ce soir sur ce plateau un peu exceptionnel ce soir. Donc, on va revenir un peu sur ce sacre dans quelques instants, notamment dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et juste après, on parlera cyclisme avec le Tour du Cameroun qui a démarré aujourd'hui. Il y a aussi la course internationale VTT Chantal Biya qui se prépare, la Doualaise, course féminine prévue ce week-end. On parlera de tout ça tout à l'heure et on va rester évidemment sur les pistes de l'athlétisme en deuxième partie de cette émission pour revenir sur le Grand Prix Silver de la Confédération africaine d'athlétisme de Douala, disputé le week-end dernier sur les pistes bleues du stade de la réunification de Bépanda, ici même à Douala. On fera le point avec Hervé Fuller, qui est le directeur de compétition au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Et avant la fin de cette émission, on aura l'occasion d'évoquer évidemment l'Afrique engagée en Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui démarre le 11 juin prochain, donc la semaine prochaine. Évidemment, États-Unis, Mexique et Canada, on tentera un peu d'évaluer les chances des 10 pays africains qualifiés pour cette compétition. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on aura l'avis de Benjamin Mongo, qui est entraîneur de football. Et on espère aussi Serge Zambo, analyste de sport, qui devra nous rejoindre sur ce plateau d'un moment à l'autre. Alors, je vais me tourner de l'autre côté quand même pour dire bonsoir. Bonsoir Hervé. Lydie. Vous allez bien? Ouais, très bien, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Pas trop fatigué, là non, on ça vu, va. Samedi, dimanche, ça va. à la réunification, c'était vraiment pas du tout. Mais en ce moment, on récupère beaucoup plus vite, donc je suis en pleine forme. D'accord. Benjamin Bongo est également avec nous ce soir. Benjamin, bonsoir coach. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir, surtout pour le PSG, parce que je suis d'abord moi-même un fan
de Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, je suis encore très à l'aise. Futur membre du Et voilà, donc... Fan club. et Vous c'est... allez rejoindre le fan club. Ah justement, je vois le président et tout. Je pense que tout à l'heure, je vais prendre toutes les dispositions pour être en règle et avoir tout ce qu'il faut pour le PSG. Il y a un avant et un après. Aujourd'hui, PSG, c'est pas accessible. Oh là là. Évidemment, Serge Zambo qui sera avec nous tout à l'heure. Par contre, Serge, lui, il est Marseillais. C'est vraiment intéressant qu'il soit là pour nous donner un peu son avis aussi. En tout cas, merci d'être là. On va donc démarrer cette pause actu par le Paris Saint-Germain. Blaise Penda, deuxième sacre, mais pas deuxième sacre comme ça, deuxième sacre consécutif. Comment est-ce que vous avez vécu cette finale du week-end dernier entre le Paris Saint-Germain et Arsenal? C'est très difficile. Pour être honnête, c'était extrêmement difficile parce que on savait comment Arsenal jouait. On sait qu'Arsenal, en réalité, ne joue pas au foot. Arsenal, c'est le bus qui est devant. Et nous, on ne savait pas comment aborder tout ça. Donc, personnellement, j'avais très peur parce que tu sais comment nous, on joue. Et on a toujours eu des difficultés avec des équipes qui mettent le bus devant. Donc, samedi, c'était extrêmement difficile. Quand ils ont marqué le premier but, là, je pense que c'était un vrai coup de froid. Parce que c'était à la 7e minute, je pense. Voilà, entre la 6e et la 7e minute, c'était un coup de froid. Mais on n'a pas désespéré quand même. Voilà. On n'a pas désespéré, on a continué à jouer. Et lorsqu'on a égalisé, et là, l'espoir est revenu. On était sûr qu'on ira certainement jusqu'au bout. Donc, c'est très difficile. Parce que j'ai bien envie de vous demander, Blaise, à quel moment justement vous vous êtes dit, ça y est, c'est possible? Le président, il est en face de moi. Il était... Landry, il est là, c'est le président du fan club, il est là. Il se cache? Lui, il était sur moi pas, parce qu'en réalité... en réalité, j'avais... Mais quand on a atteint la phase de tir au but, sachant comment on a l'habitude de gérer ça, là, tout de suite, là, je me suis dit, voilà, c'est bon, là, ça va le faire. Et ça l'a fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que, je vais permettre de vous demander, on sait, on a suivi dans l'hymne, après tant d'années de galets de combat, ça n'a pas été facile quand même pour Paris de décrocher d'abord un premier sacre la saison dernière. Et lorsque la Ligue des Champions reprend, est-ce que vous dites, c'est possible quand même qu'on aille chercher une deuxième étoile? La petite vient peut-être en mangeant, comme on dit. On a dit comment? Back to back to back. Voilà. Ça veut dire que clairement, c'est un nouvel objectif. C'était pas ça le slogan aussi au départ. Oui, bien sûr. Les choses changent. C'était prévu. Voilà. L'appétit, ça vient en mangeant. Donc, du coup, voilà. Et puis, de toute manière, de plus en plus, on fait peur. Parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. On était un peu comme des losers, si vous voyez. Et donc là, l'année dernière, on a réussi à remporter. Beaucoup se sont dit qu'ils sont chanceux, blablabla. Et après, cette année également. Donc du coup, Paris, c'est la meilleure équipe du monde en ce moment. D'accord. Je voudrais bien avoir l'avis des dames. Et aussi, par rapport à ce match Paris-Arsenal, le week-end dernier, comment est-ce que vous l'avez vécu? Ça a été un moment de... Je ne vais pas être aussi sereine que lui. J'ai beaucoup douté parce que l'année dernière, quand on a été sacré champion, beaucoup de personnes ont dit que c'était le fruit du hasard et j'avais vraiment envie que l'expérience se renouvelle et cette fois-ci qu'on asseye notre suprématie. Mais lorsqu'ils ont marqué à la 6e minute, ça a été un moment très compliqué. Je pense que je me suis même d'abord levée. Je suis sortie un moment parce que la pression était trop forte. Et après, ce n'est qu'au retour de la deuxième mi-temps que j'ai commencé à lâcher un peu prise. Et quand Dembélé a marqué son pénalty, je me suis dit, ça y est, c'est vrai que Arsenal, c'est beaucoup plus la défense, leur manière de jouer et tout. Mais là, je pense qu'on ne peut pas quand même tenir la défense pendant plus de 80 minutes. Je me suis dit qu'ils allaient lâcher et que ça allait être pour nous. Et ça a été pour nous. Voilà. Est-ce que c'est un peu le même sentiment au cours de cette rencontre? En plus, moi, j'ai fait des paris depuis le début. Je savais qu'on allait la gagner. J'ai trop parlé. Je pense à mes amis marseillais. J'en ai trop. Il y en a un sur ce plateau. Il y en a un qui s'installe. Moi, je n'ai fait que des statuts où on devait gagner. Donc, à un moment, pendant les tirs au but, quand même, mon cœur a tremblé. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais par contre, le dernier, quand Arsenal a tiré, je savais qu'il n'allait pas marquer. Et je le savais, je ne sais pas pourquoi, je le savais. Et là, je savais qu'on était champion.
et que c'était le back-to-back. D'accord. On va peut-être avoir également votre réaction par rapport à cette finale. Évidemment, c'était une finale avec tellement d'émotions, tellement d'incertitude également. Lorsque nous avons reçu le premier but, c'était pas évident de croire. Ouais. Mais nous sommes rappelés des matchs qui sont passés avant et il y a un espoir qui est quand même resté. Nous avons déployé ce que nous pouvions sur le tapis et bon, avec le tir au but, c'était pas aussi évident. Ouais. Je crois qu'on devait sûrement remporter ça par la suite. Avec tout ce qui s'est passé, tout le décor qui s'est mis à notre faveur, naturellement, on devait l'emporter. Naturellement. Voilà pourquoi par la suite, on devait sûrement remporter. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes en train de fêter actuellement. Ouais. On avance. Ok, félicitations. Je voudrais avoir un peu le regard d'un expert, l'entraîneur Benjamin Mongo. Ça tombe bien, vous êtes fan de Paris Saint-Germain. Sur cette finale, coach, très regardée par les Camerounais, comme à chaque fois que Paris joue. Voilà. Quelle est l'analyse aujourd'hui que vous faites de cette finale-là? Bien. L'analyse que je fais en tant que technicien de football, c'est que nous avons vécu un match où il y a une équipe qui a choisi de jouer et l'autre qui a choisi de passer par des contres. Donc je vais être un peu plus précis dans mes analyses. Arsenal a joué beaucoup plus avec un bloc bas pour passer par des contres et a essayé de fermer toutes les ouvertures où le Barcelone devait passer, où Paris devait passer. Et je voudrais dire, quand une équipe joue très bas, ça veut dire qu'elle fait d'abord beaucoup d'espace. Ils ont mis en place une défense de zone, mais avec des marquages de surveillance où il y avait beaucoup de prises à deux, ce qui faisait que à un moment, c'était très difficile pour Paris de trouver la cage des buts. Et à la première mi-temps, surtout qu'ils ont marqué très tôt, ça a un peu compliqué la situation. Mais à la deuxième mi-temps, je pense que Paris a essayé de continuer à jouer, a élargi le jeu, essayer de passer par les côtés, parce que effectivement, quand une équipe joue comme ça veut dire que forcément, on ne peut pas passer, on ne peut pas trouver facilement les profondeurs. Donc, il faut passer par les côtés, trouver la largeur, mettre les ballons sur le dos. C'est ce ballon qui sont passés par les dos où il y a eu ce pénalty. Mais seulement, je sais que Paris, depuis un certain temps, les deuxièmes parties de Paris sont souvent très compliquées. Parce que c'est à ce moment où Paris joue. Il faut bien regarder les matchs de Paris Saint-Germain. Mais maintenant, c'était une finale pleine d'émotions, surtout à la fin, à partir des prolongations, jusqu'au tir au but. Il y a eu beaucoup d'émotions, surtout quand il y a eu des buts ratés avant, et surtout le penalty manqué par, je ne sais pas, Mendes, c'est pas quelqu'un qui a raté le penalty. Voilà, donc à un moment, il y a eu trop d'émotions, mais je pense qu'à la fin, Paris a mérité parce que sur cette pénalty, quand on regarde, sur ce match, quand on regarde, en dehors des tirs au but, la possession de balles, c'était Paris, parce que Arsenal a refusé totalement de jouer. Et après, les experts ont fait ces analyses. Donc aujourd'hui, en tant que technicien, je pense que je ne peux que dire la même chose. Paris a mérité et aujourd'hui, Paris est parmi les meilleurs clubs du monde à ce moment-ci, en dehors du fait que nous soyons d'abord supporters de Paris et que Paris soit en face de moi. Je pense que c'est un mérite et il faut féliciter tous les joueurs d'abord et ensuite le staff technique, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait par Enrique depuis qu'il est au niveau de Paris aujourd'hui. Donc c'est un gros travail qui est fait et également le management, parce que ça a pris du temps pour arriver là. Paris aujourd'hui, arriver en finale, chaque année ne va surprendre personne. Vraiment ne va surprendre personne parce que la façon de jouer aujourd'hui plaît à tout le monde. Et il faut féliciter également le fan club du Cameroun parce que là, il y en a
vraiment de Paris au Cameroun. Merci. D'accord. On va revenir à vous. Alors que le président justement du fan club nous a rejoint en plateau, peut-être le vice-président va passer le micro à Landry. Bonsoir président, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir tout le monde. Alors comment est-ce que c'est bien que le coach Benjamin Mongo parle de fan club? Comment est-ce que vous avez mobilisé justement les supporters pour attendre cette finale? C'est une façon de voir les choses qui est un peu compliquée parce qu'en fait, on ne peut pas mobiliser. Nous sommes mobilisés toute l'année. Toute l'année, d'accord. Nous sommes mobilisés toute l'année. C'est-à-dire que il y aura toujours des personnes qui sont plus intéressées par la Champions League. Mais en règle générale, même pour les matchs de Ligue 1, même pour les matchs de Coupe de France, on fait tout pour mobiliser un minimum de personnes pour que ça puisse, pour que le fan club puisse vivre et pour que tout le monde se sente impliqué. Parce que dès le moment donné où on ne voit les choses que par rapport à la Champions League, ça veut dire qu'on a un peu raté le coche. Donc on fait tout pour que tout le monde se sente impliqué pour tous les matchs. Donc pour la Champions League, pour la finale, c'est plus... ça se passe comment, président? On fait comment? C'est plus ça qu'autre chose. On n'a pas vraiment besoin de dire. C'est plus essayer de voir combien de personnes on va essayer de mettre quelque part. C'est plus là. D'accord. Et aujourd'hui, quand même, qu'est-ce qui s'est passé une fois que ce deuxième sacre-là, quand vous avez su, vous avez vu, voilà, ça y est, deuxième sacre, c'est historique, c'est magique, comme vous dites souvent à Paris. Paris est magique, c'est bien vrai, Paris est magique. Je pense que le vice-président l'a dit. Je ne sais pas si je suis juste fan ou si je suis devenu fanatique, parce que de temps en temps, il le dit. Mais je ne vois jamais mon équipe perdre. Déjà pour commencer. J'ai très peu de... Et Paris ne donne pas l'impression qu'elle va perdre. Parce que je pense que pour ceux qui regardent les matchs, ils vont se rendre compte, je ne sais pas combien de fois Ramos a marqué à la 94e, 93e, 95e. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont toujours réunis pour vous donner la foi. Si jamais vous avez envie de la perdre, ils font tout pour vous donner la foi et vous faire avoir la foi pour l'équipe. C'est pour ça qu'il y a des jours, je dis à certaines personnes, homme de peu de foi. D'accord, il s'est reconnu. Non, parce qu'en fait, au-delà de ça, cette deuxième étoile, elle nous tendait les mains. Et à partir du moment où on a réussi à passer Monaco, pour ceux qui ont regardé les matchs, on était à un doigt de ne pas le faire. Que ce soit Liverpool, que ce soit Bayern de Munich, que ce soit Arsenal même. Honnêtement, je pense que tous les ingrédients étaient réunis pour. Maintenant, juste un petit clin d'œil. On a un Marseillais dans la place. Je voulais savoir s'il s'est fait tatouer Paris, parce que tous les Marseillais ont dit qu'ils allaient... C'est des Zambo. Moi également, je suis Marseillais. En plus, il y en a deux. Non, mais en fait, c'est très très intéressant parce que vous savez, l'intérêt malheureusement a un peu diminué pour nous en ce qui concerne la compétition en France. Et c'est très important pour nous que les Marseillais se relèvent, parce que ça fait partie des choses qui nous ont amenés à aimer le football. Aujourd'hui, vous avez récupéré, on va dire quoi, le slogan, à jamais les premiers, avec 2 étoiles. Bon, voilà. Je ne sais pas si vraiment c'est un slogan, parce que moi, excusez-moi, c'est droit au mur, droit au but, je sais pas, on ne sait pas. Mais bon, on a toujours aimé les Marseillais. Et à la différence d'eux, parce qu'on a toujours besoin d'eux. La vérité, c'est que vous êtes plus grand que la prochaine personne qui sera grande demain. Ils étaient là avant nous. Et si jamais si tu veux dire que tu seras quelqu'un demain, il faut déjà commencer par apprécier celui qui était là avant toi.
Donc, ils étaient là avant. Ouais. Mais bon, il y a longtemps. Il y a longtemps. Serge Sabo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir au panel. Ouais. Je suis content de retrouver naturellement le coach. Je vois en face de moi back-to-back, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, est-ce qu'on peut lui expliquer? Parce que depuis samedi, c'est partout, vous entendez back-to-back. Néanmoins, j'apprécie le président parce que là, lui, il y a plein d'humilité chez lui. Hein, parce que là, il dit que la voie a d'abord été balisée, même si c'est avant, encore que l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits. On ne peut pas faire... C'est lointain. Oui, c'est lointain. Très, très oui, lointain. c'est pas grave, c'est pas grave. Quand vous dites que c'est lointain, nous sommes en 1993. Le chef de l'État actuel du Cameroun arrive en 82. Il est toujours là. Or, l'OM gagne la coupe de la LDC en 93. Vous voyez? Donc, c'est pas aussi lointain que ça. Bon, maintenant, parlons j'ai dit, j'ai apprécié beaucoup son humilité. Ouais. Nous avons creusé un peu comment on dit, remplacer la fondation. Si aujourd'hui, Paris, pour moi, l'année dernière, c'était pas ça. Cette année, toujours, c'est pas ça. Parce que je suis désolé. On peut être bien content d'avoir remporté la coupe, comment vous l'appelez déjà? La LDC. Je ne veux même pas savoir, en fait. Comment vous l'appelez? Je suis Marseillais, hein, ça c'est clair. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. On peut être bien fier de l'avoir remporté tel que ça s'est fait au Ndjangui, parce que ça c'était la loterie. Paris a bel et bien dominé le match. Ça c'est une très très bonne lecture du coach. Ben, je ne pense pas que Paris ait marqué contre son camp. Je crois que dès la 6e minute, si le président est d'accord avec moi, ça a tremblé. Jusqu'à la 45e, jusqu'à la 56e. Et il faille, s'il te plaît, ou alors s'il vous plaît, que Paris ait eu un pénalty. C'est un coup de pouce, à la limite. Un pénalty. Donc, dominer sans marquer, pour moi, n'est pas dominer. Pour égaliser, il faut un pénalty. Encore que dans la suite du match, nous voyons également une faute qu'on aurait pu ou ne pas être sifflée de l'autre côté. Ça, c'est, j'analyse un peu le match. Et je regarde encore Paris contre le Bayern de Munich. Je vois, je crois, Neves ou Vitinha qui se lave avec le ballon. Dans la surface de réparation, on ne dit rien. Donc, j'ai l'impression, une fois de plus, j'assume ce que je dis, que l'UEFA a choisi son camp. Vous avez bel et bien pataugé, c'est même dans votre hymne que vous avez beaucoup pataugé, c'est normal. Si aujourd'hui on vous remet un peu les choses, c'est tout à fait normal, profitez-en. Mais merci au président qui a dit que nous avons été là avant. Et je peux aussi me targuer à la limite d'être champion d'Europe. Parce que le Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions cette année, je l'ai battu chez vous. Je vous ai battu chez vous. Non, chez moi à Marseille, 1-0. Donc, je peux dire que je suis également champion. Je vous ai battu chez vous. Je vous ai battu chez vous. Voilà. Et c'est bien de dire qu'il a besoin de Marseille pour pouvoir progresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'essaie de faire l'apologie de l'OM, c'est pas réduisant. C'est vraiment pas réduisant du tout. Nous avons un mec qui est là pour les Américains, c'est le business. Mais lui, il n'est pas là pour le football, en fait. S'il avait été là pour le football, je crois qu'on rivaliserait d'une façon ou d'une autre contre vous. Pour gagner même la finale de, comment on appelle, le champion et le vainqueur de la coupe. La Super Coupe. La Super Coupe en France, vous êtes allé nous battre au tir au but. Vous n'êtes pas tellement supérieur que ça. Donc finalement, chez vous, c'est la mode. Le Ndjangui, c'est la mode. Pour gagner quelque chose, il vous faut un peu de Ndjangui. Bon, merci, ça a marché cette fois-ci. Gabriel vous a un peu aidé. Mais je dis une fois de plus merci au président du fan club qui a reconnu quand même que la route a été balisée. Ça, pour toute humilité, devrais peut-être me lever pour te saluer. Malheureusement, je ne sais pas si la caméra ou alors Lydie me le permet. Voilà. Ça, c'était mon... Salut après. Ouais. Blaise, vous souhaitez réagir? J'adore Marseille. Ok. Paris adore Marseille. Ça peut vous rassurer là-dessus. Ouais. Et comme disait le président, en fait, pour que Paris existe, il faut que Marseille soit là. S'il n'y a pas de Real Madrid, Barcelone n'existe pas. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait... En réalité, quand Paris est premier, Paris aurait souhaité que Marseille soit deuxième. D'accord. Donc, le type de débat qu'on a là sur la table, ça prouve effectivement qu'on aime Marseille, on n'est pas contre Marseille. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'aujourd'hui, on ne boxe plus dans la même catégorie. Ça, au moins, c'est vrai. Mais c'est Marseille. On adore Marseille. Alors que je te tape, on n'est pas dans la même catégorie. Non, mais de temps en temps, quoi. Non, mais... Je te gratte un peu. Mais on n'est pas dans la même catégorie. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Hervé Fuller, peut-être un commentaire sur ce... Oui, ben, déjà, moi, je suis Marseillais depuis 83.
depuis 83. Mais je reconnais que Paris évolue sur notre palier aujourd'hui. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. C'est le sport et il faut être humble pour le dire. Par le passé, c'était l'OM. Aujourd'hui, c'est Paris. Demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que l'OM va revenir d'ici demain. Mais il faut dire que le Paris a su asseoir une très bonne équipe. Vraiment, grâce au coach. Et il faut dire, la puissance financière que Paris a aujourd'hui lui donne tous les atouts pour pouvoir être hissé au plus haut. Donc, je leur tire le chapeau déjà que l'équipe a une bonne assise sur tous les compartiments. Donc, je m'attendais à ce qu'ils gagnent. Donc, ça ne me surprend pas. Je leur dis bravo. Et voilà. Voilà. Les félicitations de Marseille. Alors, moi, je voudrais bien, Président, si vous permettez, que vous nous parliez un peu de ce fan club PSG. Ça existe depuis combien de temps au Cameroun? Comment est-ce que vous avez procédé pour installer ça? Être un fan du PSG depuis plus de 35 ans que je suis, ce n'est pas compliqué pour pouvoir mettre en place un fan club. Il fallait juste qu'il y ait les outils. Et les premiers outils, il y a quelques personnes qui sont des fans comme moi depuis quelques années. Nous avons, je ne peux pas me targuer de prendre la lumière. Nous avons des gens comme Mathieu Youbi. Nous avons des gens comme Patrick Ebongue. Nous avons plusieurs autres personnes qui, à force d'essayer de se retrouver pour regarder des matchs, on a essayé de faire déjà le compte Facebook. Ah d'accord. La première, c'était le compte Facebook parce que WhatsApp, les groupes, ça n'existait pas. Donc on a commencé par Facebook. Et au fur et à mesure, on a vu la tendance. Et il y a même eu une petite division à un moment donné. Il y a même eu plusieurs divisions, pour être honnête. Il y a eu plusieurs divisions. Il y a eu PSG 237, il y a eu Fan Club de Yaoundé, il y a eu... Bon. Le plus important, c'est qu'en règle générale, quand on peut, on essaie de tout faire pour qu'on se retrouve tous ensemble. PSG 237, par exemple, a des matchs où ils font Paris contre Marseille, des choses comme celle-là. Donc on essaye autant que se peut d'avoir l'assentiment de tous les fans de Paris. Donc, aujourd'hui, pour arriver là où nous sommes arrivés, c'est très très simple. C'est juste l'addition de plusieurs personnes. Tu connais une personne qui aime. Je suis une personne qui est très ouverte. Je vais quelque part, je me rends compte que je suis en train de regarder le match, il y a quelqu'un qui aime Paris. Ah, tu aimes Paris? On a un fan club, ça te dit? Oui, c'est aussi simple que ça. On ne fait pas des publicités, on ne fait pas... Bon, on a fait des réunions, on a fait des statuts, on a fait tout ce qu'on veut, mais ça ne change pas que la base même, c'est l'amour du club. D'abord. C'est l'amour du club. C'est-à-dire que, je vous assure, madame, je marche, je vois un monsieur qui est en train de marcher là, avec son maillot. Je dis, tu es un fan du PSG? Il me dit oui. Oh, viens. Tu aimes vraiment le PSG? Ça fait combien de temps? À tout moment. Viens. Non, je dis bien. Dans le groupe, il y a des gens qui ont des moyens comme d'autres qui n'en ont pas, parce que ce que nous partageons, c'est la passion pour Paris. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir avec... certaines personnes disaient que nous sommes le Qatar, parce qu'on est toujours en train de faire des réunions dans des beaux endroits et tout le reste. Je dis toujours que, tant qu'à faire, si on aime quelque chose, on le fait bien. Maintenant, au-delà de cela, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Et pour tous ceux qui nous regardent, sachez que Paris est la meilleure équipe du monde. N'en déplaise à certains, qu'ils le veuillent ou pas. Alors soyez fans de la meilleure équipe du monde. Il n'y en aura pas une autre. On est là pour régner, on va régner, on régnera. C'est ce que je peux te dire. C'est ce que je peux te dire. Vous êtes inarrêtable sur le sujet. Hein? On comprend que... Voilà. Alors maintenant, il y a cette deuxième étoile là. On voit sur le t-shirt, voilà, le back-to-back. Est-ce que, Président, vous pouvez expliquer à Serge ce que c'est le back-to-back? Ah d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Back-to-back.
J'ai un frère là, qui s'appelle Serge, que j'ai beaucoup aimé son intervention. Cher frère, back-to-back, c'est ce que le président Macron a dit lui-même. C'est-à-dire, encore et encore, 2 fois de plus. Et en tant que Parisien, il n'y a rien de mieux que gagner et regagner encore la compétition la plus dure au niveau international de football. Je mets entre parenthèses la Coupe du Monde parce que c'est pas c'est une compétition pour des pays. Ouais. Mais au-delà de tout ça, nous savons tous techniquement qu'un club sera toujours plus technique qu'un pays. Donc, je dis bien, c'est la compétition de football la plus technique qui existe au monde. Maintenant, on va dire peut-être après la CAN. On est un peu chauvin en tant qu'Africain. Mais le back-to-back, c'est le fait que nous avons gagné la première fois et que juste après, nous avons gagné encore une deuxième fois. Ça veut dire qu'il y a eu donc beaucoup de back-to-back. Le Real a fait le back-to-back aussi. Justement. Il y a eu, dans le nouveau format de la Champions League, post-1998, je pense, il n'y a que 2 équipes qui l'ont fait. Ouais. Le Real de Madrid, qui a fait 3 fois, le three-peat, et Paris aujourd'hui. Maintenant, avant, lorsque les équipes jouaient à 6 ou 7 ou 8 là, quand vous avez gagné votre Champions League là, mais quand ils jouent à 6 ou 7 ou 8 là, Je suis encore heureux que Paris ait gagné la Ligue des Champions en terminant premier de son championnat. Aujourd'hui, un 3e du championnat va la gagner. C'est pas trop valable. Moi, en fait, ça c'est mon analyse. C'est pas franchement trop valable. Parce que quand une équipe finit 3e au championnat, et se qualifier par rapport au quota UEFA et autres de chaque nation, parce qu'en France, je crois que ça doit être 3 pays, l'autre, le quatrième va jouer le truc éliminatoire et autres. Mais maintenant, à l'époque, vraiment, tu étais champion en France, tu représentais le championnat de France, tu étais champion en Italie, mais aujourd'hui, je suis champion en France, et c'est Rennes qui est 3e qui va gagner la Ligue des Champions. Moi, je pense que le facteur argent a un peu dénaturé le topo, d'une façon ou d'une autre. Lorsque Marseille est champion, nous sommes champions de France. On n'est pas second. Quand Paris gagne sa Ligue des Champions, il est champion de France, il n'est pas second. Ça a de la valeur. Mais quand City, je ne sais pas trop, il y a des équipes où Chelsea l'ont gagné, il n'était pas champion. La dernière fois que Chelsea la gagne, il n'est pas champion. C'est City qui finit champion. Voilà, donc, et ils s'en vont battre le champion en finale. C'est-à-dire que City va jouer contre Chelsea, et Chelsea, c'est encore l'inverse, qui a failli vous faire un petit truc, qui marque un but, et puis ça reste à l'époque de Tourelle. Vous voyez, donc, moi, c'est un peu dénaturé la chose. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas champion, mais vous êtes vraiment le bon champion. Maintenant, si un second termine champion, pour moi, je dis ça un peu dénaturé la chose. Ouais. Bon, n'oubliez pas également qu'en passant, il y a la Coupe du Monde des clubs, où vous avez été battu, même quand vous êtes la meilleure équipe du monde. En finale. Contre Chelsea, 3 buts à 0. Merci. J'adore. Il est incollable avec Paris. Il est incollable, vraiment. Je pense que... Je vais vous offrir le back-to-back. Je vais vous offrir le back-to-back. Ma fille qui est fan de Paris Saint-Germain, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Je le prendrai volontiers. Ce que je fais, c'est des analyses. Vous voyez, c'est juste des analyses. Je ne suis pas contre ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait est mémorable. Tout à l'heure, mon frère, il a dit que vous êtes sur une autre sphère, avec les moyens, c'est tout à fait normal. Et quand il parlait de Marseille, je dis, nous allons toujours jouer rabat-joie tant que nous avons cet Américain à la tête de notre équipe. Si jamais ça change un jour, en ce moment, parce que tu dis que tu as besoin de nous, tu n'auras franchement pas besoin de nous. Tu vas continuer à remplir. Tu auras besoin peut-être du Bayern de Munich, du Barcelone. C'est pas la même chose. Et même, non, attends, c'est la cour où vous êtes actuellement. Ça, il faut qu'on soit clair. En France, il n'y a pas de... On a beau peut-être de temps en temps vous égratigner, mais vous n'avez pas de concurrent en France. Ça, il faut le dire. Il n'y a vraiment pas de concurrent en France. Aucun. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Non, si, vous ne pouvez pas être champion chaque année. Paris, c'est quand même notre niveau actuellement. C'est un autre niveau. En Ligue 1. Je crois que depuis que les Qataris sont arrivés, Paris a perdu le championnat 2 fois. Une fois Lille et une fois Monaco. Et juste après, c'est vous. Non, on a aussi perdu contre Montpellier. Non, je parle du championnat. On parle du championnat. Je répète encore, on a aussi perdu contre Montpellier. Oui, avec quand Giroud était encore à Montpellier. Voilà. Je me souviens. Donc, oui, ça, là, on parle depuis la QSI. Oui. Mais maintenant, je vais dire quelque chose.
Vous savez, beaucoup de gens parlent des moyens de Paris. Ouais. Pour pouvoir mettre en doute ou alors mettre un petit astérix sur le fait que l'argent est la base de notre réussite. On ne va pas on ne va pas dire non, mais il faut dire ce qui est. C'est que nous ne sommes pas l'équipe la plus riche du monde. Nous sommes loin de l'être. Nous sommes peut-être la 10e équipe la plus riche du monde. Je parle de la France. Hein. Et maintenant, s'il faut revenir en France. Voilà. Mais avant de revenir en France, je vais dire... Il y a Paris et il y a les autres. Je vais dire quelque chose. Le Real de Madrid est l'équipe la plus riche du monde. Ça fait 3 années, elle n'a pas gagné le championnat. La Juve est l'équipe la plus riche d'Italie. Ça va faire 3 ou 4 ans, même 5 ans, ils n'ont pas gagné le Scudetto. Manchester City n'est pas l'équipe la plus riche d'Angleterre. Mais ils l'ont gagné à 4 reprises dernièrement. Je dis bien, l'argent est un fait. Ça vous aide. Mais ça ne peut pas être la seule valeur. Et c'est très important que tout le monde le sache, parce que Paris, cette année, a gagné avec son plus faible total de ces derniers 8 ans ou 9 ans. Okay, de points, en différence avec Lens. C'est pour dire qu'il y a la compétitivité. Parce que jouer sur 3 ou 4 tableaux en même temps, ce n'est pas évident. La raison pourquoi le monsieur dit tout à l'heure, notre frère Serge Zambo, qui a dit tout à l'heure que nous avons perdu la Coupe du championnat du monde. C'est vrai, cette année-là, nous avons gagné 6 trophées, 6 compétitions. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'allez jamais les gagner. À un moment donné, nous avons tapé le Real de Madrid, 4-2, le Bayern de Munich, et plein d'autres équipes encore, pour y arriver en finale. Donc en fait, c'est pour dire que c'est le professionnalisme, c'est un entraîneur incroyable, et c'est la rationalisation des moyens qui ont été mis en jeu. C'est-à-dire qu'il faut avoir tous les moyens comme nous avons eu en début de règne du QSI. On a acheté des joueurs à 200 millions d'euros, 180 millions d'euros. Un de nos frères, je ne citerai pas son nom, qui joue très très bien d'ailleurs, qui est un des meilleurs joueurs du monde, mais ça n'a rien changé. C'est pas l'argent. C'est ça d'abord. C'est d'abord le cœur. Voilà. Et vous voudrez peut-être je voulais juste rajouter un petit truc. Je suis peut-être la moins outillée en termes de football sur le tableau, sur cette scène. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'on a tendance à mettre en avant cette histoire d'argent du Qatar, l'argent peut servir à construire un projet. Mais je ne pense pas que si c'était seulement une affaire d'argent, on ne remporterait la coupe que l'année dernière. Ça fait plus de 10 ans qu'on galère depuis que le Qatar, je crois que le Qatar c'est 2011. Depuis 2011 que on aurait gagné, mais on a galéré, on a perdu en 8e de finale plusieurs fois, on a perdu en demi-finale, on a perdu en finale. Si ce n'était qu'une histoire d'argent, je pense qu'on aurait remporté cette... Vous êtes présent en France depuis le QIC, mais avant, vous étiez où sans argent? Mais je continue à dire que c'est une construction de projet, parce que ce n'est pas l'argent qui remporte. On a eu l'opportunité d'avoir plusieurs bons joueurs, des joueurs achetés à des prix incroyables, mais ça ne nous a pas permis de Je suis d'accord avec gagner. toi, madame, mais c'est on qui a est eu la sûr. chance, On ne paye pas lui, c'est Enrique, avec les jetons. Un très bon coach un Enrique, comme l'a dit. Qui a permis en fait qu'on ne soit plus dans les individualités, mais qu'on soit plus dans le collectif. Et c'est le collectif qui nous permet de gagner aujourd'hui. Dire, parce que vous avez parlé de Djangui tout à l'heure, je tenais quand même à parler un peu de ça. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de Djangui, c'est une affaire de Non, quand je parle de Djangui, moi je parle de la loterie des tirs au but. Ça n'a rien à voir, c'est des individualités qui nous ont fait pendant toutes ces années. Donc, malgré l'argent qu'on avait, on perdait. Aujourd'hui, c'est toute une autre histoire et on sera là l'année prochaine pour... C'est clair. Oui. En plus, cette année, cette année, Paris n'a pas dépensé plus de 100 millions d'euros sur les recrutements. Entre-temps, Chelsea, 500 millions, Manchester City, je vais pas citer. C'est pour juste confirmer que ce n'est pas une question d'argent. Le plus gros budget en France, c'est le PSG. Le deuxième, je pense que c'est Marseille. Oui, voilà. C'est ça. Lens, qui est deuxième de ce championnat, c'est un des plus petits budgets en France, y compris Rennes et tout ce qui vient après. Donc c'est pour reconfirmer qu'en réalité, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de casting. Quand vous castez bien, il n'y a pas de problème. Strasbourg qui a joué
qui était quasiment, je veux dire, en demi-finale de Ligue Conférence. C'est le 12e budget en France. Donc, l'argent aide, mais ce n'est pas l'argent qui joue. Manchester United, depuis combien d'années, ils n'ont pas gagné un titre? C'est l'équipe la plus riche en Avant Angleterre. que les Qataris n'arrivent, moi je ne sais pas ce que vous étiez. Sans argent. Je suis surpris. Ça, c'est Marseille. Que l'argent n'a pas fait quelque chose. Depuis qu'ils sont là, c'est clair qu'ils dominent le championnat de France. Dès qu'ils sont rentrés directement, ils ont presque tout dominé. Le micro peut-être rapidement, ouais. J'aimerais bien rappeler à notre cher ami Serge Zambo que la Paris Saint-Germain était l'équipe qui était leader en nombre de Coupes de France. Ça veut dire que si jamais vous connaissez un peu le championnat français, avant les Qataris, et ils le sont restés, nous avions 6 Coupes de France. Nous étions le leader. Ok. Oui. Donc, et quand Roten pleurait, vous étiez quoi? Je sais pas. Je vais pas entrer là-dedans parce que je pense merci. Je pense que vous avez frôlé la relégation au moment. Excusez-moi. J'ai vu Roten pleurer. Excusez-moi. Moi, j'ai vu Roten pleurer. J'étais au stade quand Amara Simba a marqué son but. J'étais au stade quand Bruno Guti. Ils ont tous joué pour pouvoir faire en sorte que. La télévision. Ok. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance. En 1989. J'ai eu la chance de voir certains matchs de Paris à l'époque de Pancrate et à l'époque d'Anelka. Je peux vous dire que nous avons bavé, mais nous avions déjà de l'argent en passant. Parce que nous étions sponsorisés par Canal+, si vous vous rappelez. Donc oui, c'est pas quand seulement... Denisot était votre président. Mais Canal+, c'était combien en termes de... On ne va pas entrer dans les détails, mais je veux dire que nous avions déjà de l'argent. Parce que nous avions le plus gros... Nous avions le plus gros budget. C'était pas beaucoup. Nous avions le plus gros budget. Lorsque nous avons été avec Bernard Tapie, sérieux, il n'y avait pas photo. Excusez-moi, il a dit qui? Bernard Tapie. Ah, celui qui a failli aller, celui qui est allé en prison parce que ils ont volé les matchs là. C'est eux là. C'est eux dont on parle là. Hein? Si on revient dans ça, je peux ouvrir un tiroir de Paris. Je sais pas. Il a parlé de quelqu'un. Moi je sais pas. Oui. Attends. Si tu veux qu'on rentre dans ça, des gens. Tu as dit tantôt que j'étais très futé. Il a dit des gens. Si on revient dans ça, je peux revenir dans un tiroir de Paris avec certains individualités actuels. Hakimi qui a été plus ou moins indexé pour une affaire de viol. Tu veux qu'on continue? Ça, c'est terrible. Tu ne peux pas revenir dans ça. Retenons le positif, Monsieur le Président. On adore Marseille. Voilà, retenons ce qui est positif. Parce que sinon, je reviendrai sur Hakimi, qui a fait des choses. Je reviendrai sur tel ou tel autre, ainsi de suite. C'est pas des affaires de mars. On parle football. Donc, je souhaite qu'on essaie un peu de mettre de l'ordre. Hein. En fait... Nous devons retenir, pour avoir un grand club, c'est un projet, des objectifs. Et les objectifs commencent à partir de ce que vous avez déjà comme projet. Et on ne peut pas faire un bon projet sans avoir des moyens pour pouvoir financer le projet que vous aviez en place. J'ai beaucoup aimé les interventions des uns et des autres. Mais dans les interventions, il y a encore les émotions. Les émotions de Marseille, les émotions de Paris. Ça, c'est une histoire qui ne peut jamais finir. Jamais. Avant, c'était un problème de... bon, ok, vous avez gagné le championnat. Allez prendre le trophée que nous, on a gagné. Voilà. Aujourd'hui, le trophée a été gagné. Aujourd'hui, Paris est passé. Et Marseille peut revenir aussi plus tard avec un autre projet. Et il faut dire que même quand Marseille gagnait, cette Champions League, c'était le grand Marseille de cette époque-là, avec un grand président qui a appris l'année d'avant et a dit j'ai appris. Je sais maintenant comment ça se passe et comment on gagne les champions. Et après, il est revenu gagner. Donc, pour dire qu'on ne gagne pas au football parce qu'il faut gagner. C'est tout. Il y a des méthodes qu'il faut mettre en place. Donc, c'est ce que Paris a fait alors. Non, je ne souhaite pas qu'aujourd'hui, on essaie de mettre les victoires de Paris d'une manière étriquée. Non. Ou celle de Marseille. C'est les victoires ou celle de Marseille. Merci. Je pense que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, ce sont des victoires méritées. Et pour être champion, c'est tout un grand travail. Pour avoir une grande équipe, il faut avoir des grands joueurs, un grand staff technique, des grands dirigeants,
et des grands supporters. Je parle de fan club. Ouais. Et quand on parle de fan c'est fanatique. Ça veut dire qu'on défend son club jusqu'à la fin. Ah oui. Et on reste ferme. Et si nous voulons donc prendre les avis des fanatiques ici, on ne va pas finir l'émission. Il y aura beaucoup de choses qui vont se dire. Donc je voudrais qu'on essaye d'être un peu plus précis dans ce qui se passe là à l'instant. Paris, autour de Paris, tout est construit pour être champion. Et ça ne c'est pas quelque chose qui se travaille ici pour gagner. Ça se travaille dans les stades et en dehors des stades. En disant ça, je dis ça en un mot pour que tout le monde comprenne. Et si on comprend ça, on ne sera plus en train de discuter entre Paris et Marseille. C'est tout. Il faut se construire pour gagner. Le football aujourd'hui est allé au-delà de tout. Vous allez comprendre même qu'il est devenu un football business. Oui, tout à fait. Vous allez voir des dons. Il y a tout autour du football aujourd'hui. Et je pense que c'est celui qui se construit bien, qui met en place des bons projets. Et j'ai aussi apprécié l'intervention de la dame qui a dit tout à l'heure, Paris a eu Messi, Paris a eu Neymar. Les grands. Ils ont payé des joueurs très chers. Et ils n'ont pas gagné. Le titre qu'ils voulaient. Parce que ce n'était plus les championnats que Paris voulait. Paris était à la quête de cette Champions League. Aujourd'hui, il a fallu qu'un entraîneur vienne et dise « Ok, je vais gérer les vestiaires. » Parce que si... Ça a été ça la clé aussi Il y a aussi une clé. Parce que là, il a dit « Ok, si on joue pour une personne, ça ne va pas donner. Mais si c'est pour le collectif, ça va aller. » Je ne vais pas citer le nom, mais il faut le dire. Parce que s'il fallait qu'on reste pour jouer, par exemple, pour Mbappé, je pense que Paris ne sortirait pas de là. Il a fallu que l'entraîneur dise « Ok, je préfère faire partie Mbappé, qu'il parte et que je reste avec les autres qui peuvent rester dans... Et je pense que dans son projet et sa philosophie, ça marche bien. Et je pense que pour un monsieur comme celui-là, Paris en a encore besoin pour beaucoup d'années pour continuer à garder cette philosophie. Alors, donc voilà par exemple des petits secrets. Et le management aussi, le top management, parce que même si vous êtes grand entraîneur, il faut que ça suive. Ce que vous demandez, ça doit suivre. Si là, ça ne s'est pas suivi, ça ne va pas marcher. Les installations même. Même les installations. Parce même que les installations sur lesquelles Paris s'entraîne aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la commanderie. Et c'est les moyens. Et parmi dire que c'est les pas meilleurs l'argent, clubs du monde. J'ai dit mes mots. Parce qu'il a fallu, par exemple, pour que L'Oréal de Madrid reprenne encore des titres, à un moment, il a fallu faire venir Ancelotti pour qu'il gagne. Et après, il est parti. Donc, c'est tout un projet. Quand on veut gagner, on met un projet en place. Avec des objectifs bien fixés, on a les victoires qu'il faut. Donc, nous sommes là pour la part belle de Paris. Et il faudrait que Paris sorte d'ici pour ce pourquoi ils sont là, malgré la présence des Marseillais. Donc, c'était aussi bien parce qu'il le faut, hein, c'est très important. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est vrai qu'avant de refermer cette partie consacrée à Paris, vous êtes entraîneur. Hein, je voudrais vous poser une petite question, coach Benjamin Mongo. Vous parliez d'Enrique il y a un instant, de son apport, de sa philosophie, de sa façon de voir, même si au départ, il avait été beaucoup critiqué aussi. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne sur le terrain. Quand on aligne, quand on est un entraîneur, on aligne 2 Ligues des Champions, c'est la Ligue des Champions. Comment est-ce qu'on gère la suite? Je pense que la suite, c'est que vous êtes un entraîneur comblé et vous dites en fait, vous avez réussi en fait ce que le club voulait depuis beaucoup d'années. Vous avez la confiance de tout le monde à ce moment-là. Maintenant, il faut savoir faire les choses. Parce que si vous restez sans refaire votre équipe, vous pouvez tomber. Parce que vous allez voir par exemple, City a eu ce problème. À un moment, rester avec des joueurs vieillissants. Et puis, il n'y avait plus, ça ne suivait plus. Et quand ça ne marche plus pour un entraîneur, il va prendre une période sabbatique, comme Pep a annoncé, pour le temps de bien réfléchir, soit revenir encore, soit dans des grands clubs, ou alors aller dans des sélections, dans les différents, ou dans son pays, je ne sais pas. Donc il a le temps de prendre une année, prendre de recul pour bien voir les choses. Mais Eric, qui à l'heure actuelle est dans la confiance totale, maintenant, il est déjà en train de voir ce qui n'a pas marché.
il va prendre un peu de temps et puis voir ce qui n'a pas marché, corriger, mais il aura davantage la confiance de ses dirigeants parce qu'il a pris des décisions fortes. Ouais. Quand on prend des décisions fortes, quand on construit un projet, on prend du temps, ça prend du temps et ça a pris du temps, mais pas beaucoup de temps parce qu'on a vu finalement la main de ce grand maître en entraînement à l'heure actuelle, parce qu'il est au haut du tableau à l'heure actuelle. Tout à fait. Alors, on va peut-être un dernier tour sur ce sujet. Le temps il tient un peu par la gorge. Alors, Blaise, c'est vrai que vous allez rester avec nous. Maintenant, vous avez vos 2 étoiles bien visibles sur vos t-shirts. Vous vous dites quoi? Qu'est-ce que vous attendez peut-être de votre équipe pour la suite? En réalité, on attend en anglais, on dit continuous improvement. Ça veut dire qu'il faut toujours être en train, faut s'améliorer de manière permanente. Oui. Donc, comme le coach a dit, je pense que le coach Luis Enrique, il va faire un état des lieux. Il y a forcément des choses qui n'ont pas marché. C'est pas parce qu'on a gagné que tout était bien. Et je pense qu'il est en train de réfléchir à comment essayer de régler ça pour les saisons prochaines. Donc, je pense qu'à mon avis, on est gourmand, on est très gourmand. Voilà. Jamais 203, on est très gourmand. Maintenant, vous projetez. On se projette, ouais. Voilà. On se projette. Une 3e étoile. Oui, absolument. Absolument. Alors, pour la suite, qu'est-ce que vous attendez peut-être Bon, moi, j'ai juste envie de dire que je fais complètement confiance à notre coach, Luis Enrique. Je n'attends que la suite. Quand on a commencé quelque chose, il faut bien continuer dans cette lancée-là. Donc, en route, comme Dembélé l'a dit, pour une 3e étoile. D'accord. Alors, vous d'abord. Président. Voilà, déjà c'est avec cette joie que nous sommes en train de profiter aujourd'hui. Je crois qu'il serait bon de se projeter en croyant qu'en soutenant toujours notre équipe et en attendant le meilleur. Ils ont besoin de nous, comme nous sommes en train de le faire. On apportera tout ce qu'on pourra, croyant que ça ira. Vous croyez à une 3e étoile? 3e étoile. C'est possible? C'est bien possible. Pourquoi ça a été possible pour la 2e étoile? Pourquoi pas 3e? Bien plus. Président, j'amène 203. Back to back. Personne n'avait cru en ce back to back. En anglais, après le back to back, on attend le three-peat. Et je pense, j'en suis convaincu, que nous allons aller pour la 3e. Le coach a dit que tout passe par le projet. Et aujourd'hui, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour nous permettre de nous améliorer. Parce que, pour ceux qui connaissent, il y a 2 noms qu'on n'a pas cités qui sont très importants. Le président, Nasser El-Khelaifi, et Luis Campos, qui est le directeur sportif. Ils sont déjà à la manœuvre. Je ne peux pas me permettre d'annoncer des noms tant que ce n'est pas fait officiellement. Mais les différentes sources que j'ai, aussi bien au Qatar qu'en France, me disent qu'ils sont très avancés. Très avancés sur quoi? Très avancés sur 2 ou 3 noms que je ne peux pas me permettre de citer parce que ça ne se fait pas. Tant que ce n'est pas fait, on se doit de garder un peu de retenue. Mais je pense que l'équipe de 2026-2027 va garder la même ossature parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais on l'améliore. Comme il y a dit tout à l'heure, continuous improvement. Et je vous assure que Lydie, nous serons là dans un an. Nous serons là dans un an. Nous serons là pour la 3e étoile. Tout le monde a compris. Je sais que mon frère Zambo et M. Fouleur et tout le monde ne souhaitent que ça. Ce qu'ils ne peuvent pas la faire, que nous la fassions au moins. J'ose espérer. Ok. En tout cas, merci beaucoup. On va rester
avec vous. Le temps pour nous d'avancer un tout petit peu dans notre conducteur en parlant cyclisme, avec notamment le coup d'envoi de la 22e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui a donc démarré aujourd'hui. Premier coup de pédale donné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et c'est le Camerounais Kuéré Nounawe Rodrigue de SNH Vélo Club qui remporte la première étape Marois-Mora-Marois longue de 124,6 km après 2 heures 59 minutes 40 secondes. Ceci devant le coureur rwandais Masengesho vainqueur et l'Allemand Charrois, Léo, respectivement 2e et 3e, même s'ils affichent le même temps que Kuéré Rodrigue, donc maillot jaune. Il faut également signaler que Kamzon Abesolo Clovis est 5e à 2 minutes 19 secondes de son compatriote Rodrigue. Et rappelons que cette première étape a été marquée par 2 abandons, notamment Jean-Marc Dizot et Ali Koné de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, dans cette compétition, est représenté par 12 coureurs. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire rapidement du Tour cycliste international du Cameroun qui a démarré ce mercredi 3 juin du côté de Marois. 10 étapes au total pour cette compétition. On va toujours rester en cyclisme pour vous parler cette fois de la course internationale Chantal Biya VTT. Voilà, la course internationale VTT Chantal Biya qui se prépare activement. C'est prévu au mois d'août prochain du côté de Bagofit. Le promoteur Joseph Ley, également ministre, était il y a quelques jours ici à Douala pour rencontrer les opérateurs économiques afin justement de leur parler des activités économiques qui seront désormais impliquées dans cette compétition parce que oui, on peut pédaler en faisant de bonnes affaires. Retour sur la conférence de presse donnée il y a quelques jours dans le reportage qui va suivre. Faire des affaires en pédalant, c'est désormais le leitmotiv qui guide la course internationale VTT Chantal Biya. Pour la 3e édition de cette compétition, prévue au mois d'août prochain à Bagofit dans la région de l'Est, le comité d'organisation décide comme innovation majeure de mettre sur pied une foire baptisée Forum d'investissement de l'Est. Innovation qui s'inscrit dans le cadre d'une vision stratégique d'extension, de nationalisation, voire d'internationalisation de cette course. D'où le choix de Douala par le promoteur pour rencontrer les opérateurs économiques. Douala est en effet la capitale économique du Cameroun. Elle est le cœur battant de notre économie nationale, le principal carrefour des affaires, des investissements et des échanges dans notre sous-région d'Afrique centrale. Douala constitue le siège naturel des grands opérateurs économiques, des investisseurs majeurs, de l'ingénierie financière ainsi que des acteurs structurants du développement sous-régional. C'est donc tout naturellement ici, dans cette métropole ouverte sur l'Afrique et sur le monde, que nous avons choisi de venir présenter les nouvelles ambitions de notre projet. La course internationale VTT Chantal Biya n'est plus uniquement un événement local ou régional. Elle devient progressivement un patrimoine sportif, économique, touristique et culturel national à vocation africaine, voire mondiale. Sur le plan africain, notamment sous-régional, la course internationale VTT Chantal Biya, qui migre en un forum économique, sera marquée entre autres par la présence d'une forte délégation des hommes d'affaires venus de la République centrafricaine. On m'a dit tout à l'heure que vous avez un stock de 40 vélos. Dites-leur que vous avez déjà un stock de 80 vélos. Je m'engage devant cette auguste assemblée à faire venir le président de la Chambre de commerce et d'industrie
de la République centrafricaine avec toute une forte délégation. Je dirais dès mon retour en République centrafricaine, comme je l'ai toujours fait, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République centrafricaine, de faire venir, où je le convierai personnellement, le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République centrafricaine à Bagofit et dans la région de l'Est. Le forum d'investissement de l'Est se déroule du 5 au 8 août 2026. Sur le plan sportif, une dizaine de pays africains et européens sont attendus à Bagofit. Nous avons actuellement une dizaine de pays qui sont annoncés. Mais nous souhaitons accueillir une vingtaine de pays en fin de compte. Si nous pensons qu'une équipe sera composée de 6 coureurs, ça fera un peloton de 120 coureurs. C'est quand même beaucoup. C'est le souhait que nous formulons. Les pays, c'est la France, c'est le Burkina Faso, c'est la Suisse, c'est l'Égypte, c'est le Maroc, c'est l'Érythrée, c'est la RCA, c'est le Cameroun même. Donc tous ces pays se donnent rendez-vous à Bagofit pour courir dans la catégorie senior femmes, senior hommes et juniors. Ça, c'est des catégories qui vont avoir une rémunération. Maintenant, il y a une catégorie prestige, celle qui est souvent réservée à monsieur le ministre et ses amis. Cette catégorie-là fait plaisir à beaucoup de gens. Celle-là également, elle est ouverte à tous ceux qui possèdent un vélo, sont en très bonne santé. La 3e édition de la course internationale VTT Chantal Biya est prévue du 7 au 8 août 2026 à Bagofit, région de l'Est. Le lancement officiel des activités a eu lieu ce 26 mai au cours d'une conférence de presse organisée à Douala. Voilà, nous retrouvons notre plateau principal après ce moment qu'on a passé avec quelques membres du fan club Paris Saint-Germain du Cameroun. Et nous sommes toujours en compagnie du vice-président de ce fan club en charge de la communication, Blaise Penda. Évidemment, Serge Zambo est avec nous, Hervé Fuller de la Fédération camerounaise de l'athlétisme et le coach de foot Benjamin Mongo. On va rentrer dans la seconde partie de cette émission. Paris nous a fait beaucoup de temps. On va donc, Hervé, avec vous, revenir sur... Il y avait double compétition ici à Douala le week-end dernier, le meeting interclub et le Grand Prix Silver CAA de Douala. Avant peut-être de proposer aux téléspectateurs quelques réactions après notamment le Grand Prix, quelle est de manière globale le regard que vous portez sur ce double événement d'athlétisme disputé ici même à Douala? Je dirais que sur cette double compétition, à savoir la 4e journée des championnats national interclub et le Grand Prix Silver CA, ça a été un événement qui a produit ses fruits parce qu'à l'issue de cet événement, on a eu un record du Cameroun qui a été battu. Tout à l'heure, Adonis Zaman qui a la réalisation, on va rattraper l'élément sur la course féminine doualaise. Merci pour le rappel. Là, on parle du Grand Prix. Une première expérience réussie en 2025, la doualaise. Course féminine solidaire de Douala veut mobiliser cette année au moins 2000 coureurs sur une distance de 10,2 km. Nous avons 2 catégories. Nous avons des athlètes professionnels qui sont attendus. Donc la liste nous sera fournie par la fédération parce qu'on travaille avec des athlètes sous licence. Et en termes de participants et de participantes, nous espérons un minimum de 2000 personnes. Pas beaucoup plus que ça parce que nous aimerons pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc hommes et femmes sont les bienvenus notamment. Promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes, en passant par la lutte contre les violences basées sur le genre, sont là quelques objectifs visés par la doualaise, qui milite aussi pour le bien-être et la santé physique et mentale de la femme. Pour cela, les femmes sont appelées à s'unir pour prévenir et courir pour protéger.
Alors s'unir pour prévenir, pourquoi? Parce que s'unir, c'est l'ambition de la Doualaise qui est de créer une communauté bienveillante et sensibilisée. C'est-à-dire une communauté à l'intérieur de laquelle chaque femme devrait pouvoir se retrouver, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, quelle que soit la maladie qu'elle a, quelles que soient les violences. Il s'agissait pour nous de créer une communauté, on s'unit pour prévenir. Et ensuite, on court pour protéger, c'est le symbole de quand il y a un danger, il faut se hâter, il faut trouver des solutions, il faut s'engager. L'idée de courir pour protéger, ici là, c'est s'engager, mener une action positive, parce que lors de la Doualaise, on rencontre différentes personnes, on rencontre des associations qui trouvent des solutions à nos problèmes. La deuxième édition de la course et marche féminine La Doualaise a lieu le 7 juin 2026. Le départ et l'arrivée se feront à l'esplanade de la maison du parti de Bonanjo. Le comité d'organisation était face à la presse ce 28 mai à Douala. Voilà, merci pour ce reportage sur la conférence de presse donnée par le comité d'organisation de la course féminine La Doualaise il y a quelques jours justement dans la cité économique. La compétition est prévue ce dimanche 7 juin, ici même à Douala, une compétition qui est également placée sous la bannière de la Fédération camerounaise d'athlétisme, comme on a pu le voir. On s'excuse un tout petit peu pour cette confusion, Hervé. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler du double événement qui s'est déroulé ici même à Douala. On est dans le débat sur la première thématique en rapport avec le Grand Prix Silver de la Confédération africaine d'athlétisme, et il y a également eu ce meeting interclub. Alors j'étais en train de dire que ça a été une satisfaction totale parce qu'à l'issue de ces deux compétitions, à savoir la 4e journée du championnat national interclub et le Grand Prix Silver CA, on a eu à avoir 2 records du Cameroun qui ont été battus, à savoir un record aux 400 mètres haies, messieurs, et un record au disque messieurs. C'est de bon augure pour les compétitions à venir. Il faut dire que le Grand Prix CA, il y a 3 labels dans cette catégorie de course. Il y a le label bronze, le label argent et le label or. Et les labels sont attribués en fonction du niveau de la compétition, en fonction des moyens qu'on met dans la compétition et en fonction du type d'athlète qui participe à cette compétition-là. Donc aujourd'hui, la Fédération camerounaise d'athlétisme a fait les choses comme elles se doivent en invitant certains meilleurs athlètes sur le plan mondial. Parce que dans cette compétition, on avait la vice-championne olympique du lancer du disque qui a participé à cette compétition. Elle est également vice-championne du monde du lancer du disque qui est venue booster le moral des nôtres, raison pour laquelle notre confrère a eu à battre le record du Cameroun parce qu'il a été motivé par quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Donc des compétitions comme celle-là permettent à nos athlètes de hisser leur niveau, de rivaliser à l'adresse avec les meilleurs et au final de battre des records personnels. Voilà. On va peut-être vous proposer de regarder ces différentes réactions recueillies après notamment le Grand Prix international. On a pu voir Linda Ngounou lors de cette compétition et évidemment Robert Michon, Robert Michon au lancer des disques, comme le soulignait avec Fuller il y a quelques instants. Et puis vous aurez également l'avis, voire l'analyse du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme. On regarde tout ça dans les réactions qui vont suivre. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de courir à domicile et d'être à la tête, d'avoir la médaille d'or. Malheureusement, mon objectif n'a pas été atteint parce que l'objectif n'est pas d'être première, mais c'est de courir contre son chrono, de battre à nouveau les records. Mais là, depuis quelques semaines, je souffre d'une blessure. Donc là, parce que j'étais là, il fallait que je déroule au moins c'est pour participer. Le prochain programme, c'est les championnats d'Afrique, les Jeux du Commonwealth, mais en passant par quelques meetings que je ne crois pas pouvoir faire à cause de ma blessure. Donc je vais préférer me concentrer pour les Jeux du Commonwealth. J'aurais bien aimé faire au moins 61 mètres, c'est les minima pour les championnats d'Europe. Il en manque encore un petit peu, donc il faut que je continue à travailler pour la prochaine compète. Mais c'était ma première ici, il faisait un peu chaud, j'avoue.
Et il y avait un peu la fatigue du voyage, tout ça. Donc on va dire que c'est une perf correcte, mais forcément j'aurais bien voulu lancer plus loin. Est-ce que vous avez amélioré votre temps Non, c'est pas la meilleure perf de l'année, mais ça va arriver, on va dire. Nous étions en face du Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme, une compétition inscrite dans le programme de World Athletics Continental Tour. Donc c'est une compétition de catégorie B, donc qui donne suffisamment de points dans le cadre de la qualification pour des compétitions d'envergure telles que les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Donc vous comprenez donc l'importance de la compétition. Et là pour des pays, donc nous en avons eu 14. Donc on comptait en avoir plus, mais beaucoup de pays ont eu des problèmes de visa. Et donc c'est ce qui n'a pas permis à ce que nous puissions atteindre la vingtaine de pays. Mais nous sommes satisfaits non seulement du nombre de pays, du nombre d'athlètes, mais également de la qualité des athlètes. Vous avez entendu parler des vice-championnes du monde, vice-championnes olympiques, recordman de France, recordman du Sénégal, du Congo. Et puis également les performances que nous avons connues aujourd'hui. Il y a eu des performances significatives qui ont permis de révéler beaucoup d'athlètes. Donc, nous avons eu un record national camerounais au 400 mètres haies. Il y a un record national aux 200 mètres dames du Congo. Donc, globalement, c'était une grande compétition pour nous, une grande réussite. Bien, nous continuons notre travail. Nous avons mis en place un programme de développement qui doit amener nos athlètes en 2028 dans un siège plus confortable. Et ça se voit donc depuis 2019 que ce programme est mis en place. Nous allons nettement mieux dans le cadre de la consolidation de nos performances. C'est parti des championnats d'Afrique à Saba en 2018 que nous avons lancé ce programme donc pour 2019 et après à Saba donc 2022 c'est Maurice et puis bon, Douala et vous avez suivi pour Accra. Donc on est dans une dynamique de former des champions et je pense que les résultats sont en train de porter les fruits. Et nous allons continuer sur cette lancée et à continuer à produire des champions. Et nous pensons qu'avec le soutien de la tutelle et puis le partenariat public-privé, nous permettra de pouvoir placer le drapeau de notre pays encore plus haut, puisque nous l'avons si bien fait lors des Jeux de la francophonie, nous l'avons fait lors des Jeux de la solidarité islamique. Vous comprenez donc que notre regard est maintenant tourné vers les Jeux du Commonwealth, où il faut également faire bonne figure. Voilà pour ces quelques réactions recueillies à l'issue du Grand Prix Silver de la Confédération africaine d'athlétisme de Douala. La compétition qui a évidemment réuni, comme le disait le secrétaire général, 14 pays africains et européens, ici même dans la cité économique. Serge, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un tour avec Panda pour regarder? Malheureusement non, parce que j'étais bel et bien au courant. Professionnellement parlant, je ne pouvais pas assister à ce grand meeting. Je suis quand même heureux déjà de constater que ça court. Ça court sur une bonne surface parce que lors des championnats d'Afrique d'athlétisme, on avait dû renvoyer ça du côté de Japon parce qu'on était en train d'arranger, c'était pas encore prêt. Je suis déjà content qu'aujourd'hui, que ce soit vraiment prêt, que toutes les compétitions se soient tenues là, parce qu'il y a un cours, il y a beaucoup de... On lance on saute et on saute et on tout se passe avec Panda. Ça veut dire qu'au niveau de l'infrastructure, on n'en démord pas. On a Japoma, on a Douala, c'est déjà quand même assez quelque chose de bien. Bon, maintenant, ce genre de meeting, effectivement, c'est bien. Comme le disait l'athlète là tout à l'heure, il faut
naturellement le faire constamment pour pouvoir s'attendre à des compétitions un peu plus, les compétitions majeures. On est déjà content que récemment SM, c'est certainement mon frère qui nous dit plus en disant un peu plus. Recordman d'Europe déjà. Donc si on... C'est vrai qu'on l'a cherché samedi. Hein. Il n'était pas là. Il n'était pas là parce que justement il avait une compétition le dimanche. Voilà. Parce que je me souviens lorsque nous avons assisté, là j'étais présent au championnat d'Afrique d'athlétisme, tout le monde se rendait à Japoma pour encourager SM. Mais je crois qu'il a fini juste deuxième. C'était pas, on n'a même pas eu de médaille. Hein. C'est-à-dire pendant toute cette compétition, on n'a pas eu de médaille d'or, si vous voulez. Donc on était à rabat-joie. Mais je me dis quand même qu'aujourd'hui, avec ce genre de compétition, les athlètes qui essaient de s'acclimater, ça aussi, il faudrait le noter. Je ne sais pas si ces athlètes-là ont la permission de pouvoir courir sur cette aire de jeu, sur cet espace. Parce que s'il faut attendre seulement la compétition, ce sera compliqué. Parce qu'en ce moment, tu découvres l'environnement, la performance ne suit pas forcément. Or, quand tu es acclimaté, la performance forcément va suivre. Donc, il faudrait bien que vous mettiez au niveau de la fédération Fédération camerounaise d'athlétisme ces moyens. Essayez de voir comment vous pouvez mettre ces infrastructures pour que les athlètes puissent mieux se préparer. Et ça va de soi. On parlait par exemple du PSG aujourd'hui. Quand on se prépare mieux, on peut s'attendre à avoir une bonne besace. Alors, par contre, moi, j'ai pas, Hervé, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a vu des athlètes s'entraîner, enfin la veille, au stade, mais dans l'obscurité. Pourquoi? Il faut dire que déjà, s'entraîner dans ce stade, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le stade est géré par l'ONIES et il faut payer pour pouvoir s'entraîner. Et vous convenez avec moi déjà que les athlètes ne disposent pas de moyens pour pouvoir payer un stade et pouvoir s'exprimer en termes d'entraînement. Je pense que quand on a créé une infrastructure comme celle-là, c'était pour donner la possibilité aux athlètes de s'entraîner et de donner les meilleures performances possibles. Mais si seulement s'entraîner devient un handicap, convenez avec moi, il va être difficile de pouvoir réaliser les performances. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans l'obscurité, parce que tout simplement, le vendredi n'était pas réservé à l'ouverture de ce stade pour cette compétition, raison pour laquelle on n'a pas allumé. Et il y a les athlètes qui arrivaient. Tout à fait, les athlètes étrangers, curieusement, les athlètes étrangers étaient là et c'est ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Mais on fait avec parce qu'on est passionné de sport, on est passionné d'athlétisme et les athlètes sont là, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et on est obligé de faire avec. Maintenant, après évidemment, cette compétition, on a entendu, enfin, sur le terrain aussi, certains quand même décrier concernant l'entretien de la piste, qu'il faudrait peut-être beaucoup plus de compétition pour maintenir cette piste, car lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle se dégrade. La piste, c'est en courant dessus qu'on l'entretient, et si on ne coupe, on ne l'entretient pas. Et s'il fallait attendre, disons, on a 5 meetings au courant de l'année, 5 meetings interclub. Donc, un meeting dans Yaoundé, Douala, Bafoussam, on fait le tour de ces 3 villes. Et s'il faut attendre 2 mois ou 3 mois à courir sur une piste, vous convenez avec moi qu'on ne l'entretient pas. Donc, il y a des avions qui se créent avec des pluies, et ce qui fait qu'après, il y a des mares d'eau qui vont rester. Et ce n'est qu'en courant qu'on puisse entraîner. Ailleurs, on couvre, non? Oui, mais on n'a pas ici. Ailleurs, on lave même la piste, mais nous, on n'a pas ces moyens pour le faire. Donc, on lève la bâche, ça fait en sorte que... On fait avec les moyens qu'on peut. Donc, voilà. On ne peut pas aller pour les séances d'entraînement, on y va uniquement pour la compétition. Et même pour la compétition, on loue le stade très cher, vraiment très cher. Et maintenant, coach Benjamin Mongo, peut-être un commentaire sur cette compétition, vous l'avez regardé? Bon, ben, on regarde. Ce que je reconnais, ce que je sais, c'est que l'athlétisme, c'est l'ensemble des sports individuels et collectifs dans son explication. Et je pense qu'il est important de relever ici que les athlètes sont délaissés. Pourquoi? Parce que je pense que quand on met en place un stade, avec tout ce qu'il y a autour d'un stade, c'est également cette piste
sport. Cette piste, pour que tout le monde travaille, quand on met dans un grand stade comme Japoma, par exemple, un gymnase, c'est pas s'il est déjà fini, mais c'est pour que même les basketteurs travaillent là. Si on ne s'entraîne pas, et c'est pour ça que vous allez voir. Monsieur, même en rééducation. En rééducation, oui. L'eau aide pour la rééducation. Oui, c'est très important. La piscine pour la piscine, justement. Donc, je ne sais pas. Moi, mon problème, c'est là. C'est que, en fait, si on attend les performances, c'est la somme de l'entraînement qui donne la performance. Tout à fait. On s'entraîne pour avoir la meilleure performance. Je pense que les Camerounais même sont très forts. Comprendre les résultats qu'ils essaient de donner là, ça veut dire qu'ils travaillent durement pour venir donner ce résultat. Et ça individuellement. Parce que ce n'est pas un travail. Parce que quand on passe pour collectif, dans l'athlétisme, quand on fait la course de relais, ça veut dire que c'est un travail de groupe. Et ils ont besoin de la piste pour travailler. S'ils travaillent individuellement dans le quartier, ils ne peuvent pas avoir la meilleure performance et ils ne peuvent pas être dans les conditions idoines pour la compétition où ils vont aller. C'est pour ça qu'ils vont être surpris même quand ils vont se retrouver dans des compétitions sur le plan international. Donc pour moi, je pense qu'il faut qu'on regarde sur ce pan-là, qu'on essaye de mettre cette histoire de l'ONIES dérange à tous les niveaux, même au niveau du football. Parce qu'à un moment, si le Camerounais ne peut même plus se faire plaisir, je pense que... Sur ces choses, sur ses propres installations. Attends, je ne comprends pas. Ces stades-là, j'espère qu'on l'a mis, le président de la République l'a mis pour les Camerounais. Et si les Camerounais ne peuvent pas aller travailler, c'est un souci. Donc il faut qu'on essaie de revoir. Le problème n'est pas au niveau de la fédération de l'athlétisme, mais c'est au niveau de ceux qui doivent leur donner ces infrastructures pour travailler et avoir les meilleures performances pour représenter valablement le Cameroun. Donc moi, je pense que ce n'est que là où je peux faire un petit coup de gueule pour qu'on essaie de voir comment est-ce que les Camerounais doivent travailler dans les meilleures conditions. C'est un problème qui parce revient, que ceux-là, c'est récurrent. Ceux qui viennent de l'extérieur pour venir jouer, pour venir travailler avec nous. J'ai vu une Française. Vous croyez qu'elle travaille dans les mêmes conditions que nous? Elle travaille. Si nous travaillons dans les mêmes conditions, nous aurons les meilleures performances. Donc on essaie de permettre à l'athlète camerounais, à tous les niveaux bien sûr, je ne parle pas que de l'athlétisme, il y a beaucoup d'autres... Dans tous les domaines de sport. Dans tous les autres domaines. C'est pour ça qu'il y a tout, même la piscine. Pour un vrai stade, comme on le dit, doit avoir même jusqu'au niveau de la piscine. Pour faire régulièrement des meetings, régulièrement des séances de travail pour permettre d'avoir les meilleurs nageurs sur le plan international. Donc je pense que si nous voulons être mieux sur le plan olympique, il faudrait également que nous travaillions dans les meilleures conditions. Il faut dire que malgré toutes ces difficultés, le Cameroun a pu avoir 3 médailles d'or au dernier championnat d'Afrique à Accra, au Ghana, ce qu'on n'a jamais pu faire. Donc 3 médailles d'or, c'est des efforts qui règnent sur le sprint. Et surtout le sprint, mètres. que ce soit aux 100 mètres dames, 100 mètres messieurs, on a pu dominer le continent sur ces deux disciplines. On aurait dû faire mieux. On aurait pu faire mieux. On vaut mieux que ça. Qui ça? Talou, non, je pense qu'elle entraîne. Non, mais elle prend de l'âge aussi. Elle prend de l'âge. C'est une médaille d'or au rabais. C'est une jeune génération qui monte. C'est pas au rabais, je vais juste poser la question. Non, elle n'était pas là. Quand on parle de 100 mètres, vous convenez avec moi que c'est la référence en Afrique. Personne ne peut le nier. C'est tout à fait normal. Mais il y a la fine fleur de l'athlétisme africain qui évolue. Donc il y a de nouvelles personnes, de nouveaux visages qui arrivent. Donc Kole Etame, oui, qui est la nouvelle fine fleur de l'athlétisme africain, qui a pu gagner le 100 mètres. Voilà. Donc, je parie qu'elle s'entraîne en France, certainement. Elle est aux États-Unis pour le moment. Voilà. Elle s'entraîne aux États-Unis. On se comprend. Hervé, je voudrais te poser une question par rapport à Hervé Fuller. Ces jours-ci, qu'est-ce qu'on va dire là? Ici, le nom Cameroun, encore un peu plus haut, en battant ce record d'Europe. Comment est-ce que vous l'avez vécu au niveau de la Fédération camerounaise de l'athlétisme? Je vais d'abord refaire l'histoire pour dire que ce n'est pas le record d'Europe qui est battu, c'est le record d'Europe des clubs, le championnat des clubs, et non le record des courses indices. Ça, c'est des clubs. Mais ce n'est pas le record d'Europe qui l'a battu, on a battu le record d'Europe des clubs. Des clubs, voilà. Donc c'est un record vieux de plusieurs années.
c'est une fierté, c'est un honneur pour nous, hein, les athlètes et ceux qui sont dans cette discipline depuis, de savoir que c'est un Camerounais qui détient le record d'Europe du 100 mètres des clubs. Donc, on ne peut que se réjouir de cette victoire et encourager Sémé d'aller de l'avant, de donner encore le meilleur de lui-même. C'est vrai que plus il a découvert l'athlétisme un peu plus tard et il prend de l'âge aujourd'hui, ce qui fait que rivaliser avec les meilleurs sur le plan mondial devient de plus en plus difficile. Mais il est au maximum de sa force et il domine jusqu'ici tous ceux qui passent tout autour de lui. Et au niveau de la relève, on y pense? Bien sûr, il y a la relève. Il y a la relève. Déjà que la Fédération camerounaise d'athlétisme a une politique suite à laquelle, dans tous nos meetings interclubs, il y a des kids avec des enfants de 10, 12, 13, 14, toutes les catégories d'âge qui courent. Et c'est fascinant de les regarder. C'est vraiment fascinant. C'est toute une préparation qui est faite en amont et ça, c'est pour préparer le Cameroun de demain. Alors, Blaise, ça vous intéresse l'athlétisme? Ou alors vous restez juste Paris? C'est pareil. Non, pour faire plaisir, je vais enlever ma casquette. Ah, ça ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Ça dérange pas. Vous êtes double champion, on peut vous le permettre. Non, mais tout ce que j'écoute, ça fait... C'est un peu triste quand même, hein, tout ce que j'entends là. Et c'est dommage qu'on mette beaucoup de moyens dans les infrastructures et qu'on ne puisse pas les utiliser. Ça n'a carrément pas de sens. C'est pour ça que parfois, on n'est pas surpris de voir s'expatrier. Et chaque fois qu'ils ont pu s'expatrier, ils sont les meilleurs au monde. Donc, c'est dommage tout simplement. Donc, surtout lorsque vous regardez cette discipline-là, les personnes qui les gèrent au quotidien sont tellement passionnés que parfois même sans moyens, ils se donnent quand même à ça. Donc c'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. C'est dommage. Alors Hervé, après ce meeting, ce 4e meeting interclub, après ce Grand Prix international Silver, c'est quoi un peu au niveau du calendrier de la fédération? Bon, il y a la 5e journée des meetings interclub pour clôturer la saison et bien évidemment le championnat national Coupe du Cameroun. Par la suite, Linda l'a dit tout à l'heure, le Commonwealth et le championnat du monde. Donc, ce sont des compétitions à venir sur lesquelles le Cameroun est en train de se préparer actuellement. Et sur les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar? Du côté de Dakar, oui. La fine fleur de l'athlétisme est en pleine préparation actuellement pour préparer cet événement grandiose au niveau du continent africain. Alors, Linda, tout à l'heure, elle disait, elle a parlé de blessures, etc. On sait quand même aujourd'hui, quand on parle de l'athlétisme, une véritable chance aussi, hein, Linda en fait partie. Quelle sera peut-être la stratégie pour permettre à ce que, lors de, par exemple, ces Jeux du Commonwealth, qu'elle soit présente? Elle a dit tout à l'heure, vous l'avez suivi, qu'elle sort d'une blessure, elle n'est pas totalement guérie. Il faut qu'elle prenne du temps pour pouvoir se soigner parce que si on n'est pas complètement soigné, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. Si on ne peut pas donner le meilleur de soi-même, il n'y a pas de performance qui arrive. Donc il faut qu'elle prenne le temps de se soigner et arriver au sommet de sa force, de sa forme le moment venu. Donc on lui souhaite le meilleur pour qu'elle puisse se soigner dans les meilleures conditions. Déjà, la chance qu'on a, c'est qu'elle vit du côté de la France et vit pas au Cameroun. Et que de ce côté, elle peut avoir la chance d'avoir d'autres moyens pour pouvoir se faire soigner, contrairement à ceux qui sont ici, qui ont du mal à se prendre en charge déjà. Et même pour s'entraîner. En matière de préparation, justement. Oui, justement, parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et Sémé aussi, il est du côté du Portugal, je crois, avec son club. Oui. Il a fallu que Sémé sorte pour donner le meilleur de soi-même. C'est vrai qu'ici, déjà, il réalisait des performances, mais il a fallu qu'il change de cap, qu'il aille dans un monde où on prend l'athlète au sérieux. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Donc, au Cameroun, on ne prend pas les athlètes au sérieux. C'est le minimum. Mais on l'a tout dit ici, il n'y a pas d'accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, on ne peut pas courir. Si je ne peux pas récupérer, ça, je vais à l'entraînement, je dépense mon énergie et je ne peux pas récupérer par la suite. Ça veut dire que tout ce que je fais, elle voit l'échec tout simplement. Mais
J'ai dit, il faut encourager les Camerounais parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Aujourd'hui, l'entraînement, c'est la science. Hein. C'est plus seulement courir. Il y a beaucoup de choses qui passent tout autour. Et nous, on court à l'état naturel et on fait ces performances. On se doit d'être encouragé. D'accord. Peut-être Serge a un autre commentaire à ajouter avant qu'on passe à la Coupe du Monde. Il faut encourager ce que la Fédération d'athlétisme fait. J'ai aussi une pensée pour mon ami le communicateur. Yves Désiré, voilà. Que je salue d'ailleurs. Donc c'est déjà encourageant. Et bon, ce que je voulais peut-être dire, c'est d'essayer d'approcher l'ONIES d'une autre manière. Peut-être que... Ça a déjà été fait. Non, qu'ils essaient encore, parce que on dit la répétition est la mère de... Ah, vous voyez, il faut encore essayer. C'est une histoire d'État. Oui, bon, peut-être aller au niveau supérieur. Parce que moi je dis, tel que le coach Mongo l'a dit tout à l'heure, pour performer, il faut que les gens soient dans des conditions idoines. Tout à fait. Voilà. Non seulement nous avons des athlètes qui ne peuvent pas performer parce qu'ils ne sont pas dans ces conditions, on a même pris on a pris sur nous, c'est les impôts du Cameroun, pour arranger la piste. On l'arrange donc pour qui? Si après elle doit se dégrader sans qu'on ait même pu faire des compétitions dessus. Tout à fait. À la fin. Après on va dire qu'on refait. Et quand on refait, bon d'accord, on refait et on recommence. Donc je ne pense pas que ce soit bien. Tout à l'heure il a dit que lorsqu'on court sur ces pistes-là, justement, ça entretient. Ça entretient la piste. Tout à fait. Ça l'entretient normalement. Je prenais l'exemple tout à l'heure en offre des enfants. On est par exemple au village, sur un terrain nu. Bon, tu finis d'abord de déblayer. Maintenant, quand ces enfants-là jouent au foot sur ton terrain, l'herbe ne pousse pas. Je ne vois pas pourquoi je vais les chasser. Moi, je me dis que d'une certaine manière, ils entretiennent cet espace. C'est clair. L'herbe ne pousse pas. Au lieu que je vienne chaque fois avec 5000 prendre la machine, déblayer, bon, c'est le même cas de l'autre côté. C'est-à-dire que lorsqu'on court sur ces terrains, sur ces pistes, elles s'entretiennent d'elles-mêmes. Voilà, au moins. Maintenant, quand on les laisse, alors qu'on a mis d'énormes moyens, on a consenti d'énormes moyens, je me souviens bien. Je dis que nous étions à Japoma, la compétition d'athlétisme africaine devait se tenir, en principe, on a d'abord dit à la Bepanda. Après, Bepanda n'étant pas fini, on a délocalisé au niveau de Japoma, où ça s'est tenu. Pendant ce temps, on était en train de construire. On construit donc tout ça pour qui? Voilà. La question est là. On construit pour qui? Si l'athlète, je ne sais pas, j'en appelle à ceux qui ont la charge de ces infrastructures. Si on peut permettre à l'athlète, même 2 fois par semaine, on n'a même pas besoin de payer. Il y a quel problème? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine pour qu'ils puissent courir et s'acclimater. Et maintenant, lorsque la compétition arrive, la fédération peut donc rentrer en contact avec l'ONIES pour permettre d'avoir un peu plus de temps, même s'il faut moyennant quelque chose, mais qu'on essaie de voir dans quelles conditions on peut. Si on veut des résultats, je pense qu'on est obligé de passer par là. Je dis encore que j'ai un triste souvenir, que je me retrouve à Japoma pour encourager les athlètes, mais je vois d'autres rentrer avec des médailles d'or, nous on rentre sans médaille d'or. J'aurais souhaité être à Accra, aujourd'hui où ils sont allés prendre jusqu'à 3 médailles d'or. J'aurais souhaité être à Accra, mais je dis ici à Japoma, nous étions malheureux. Fouleur, excuse-moi, c'est clair. Certainement tu étais au stade. C'est clair, mais je t'ai dit de la compétition. On était malheureux, monsieur Mongo. On était malheureux. Mais parce que dans les mêmes stades, avec ceux qui viennent d'ailleurs, on découvre le stade comme eux. On était malheureux. Aucune médaille, Bongo. Oh là là. J'ai fait la compétition pendant 3 jours, aucune médaille. Et c'est même, il y a eu même des choses terribles. Certainement, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est est repêché, mais lui, il est déjà rentré. Il faut le rappeler, il est obligé de prendre une moto. C'est vrai ou faux? Voilà, il est obligé de prendre une moto pour venir courir. Mongo, c'est vrai. C'est des choses que nous avons vécues. Il a dû certainement retarder la compétition, faire passer autre chose pour que ça me vienne courir en finale. Je pense que ce que je dis, il est venu en moto. C'est-à-dire qu'il prend d'abord un Yango, mais il se rend compte que c'est très compliqué. Parce que, voilà, des choses qui sont... L'amour de son pays. L'amour de son pays. Voilà. Pourquoi est-ce que Esseme n'est pas prévenu qu'il a fait un meilleur temps? Parce qu'on prend, je crois qu'il a été qualifié au temps. Oui. Voilà, il n'est pas prévenu à temps. Lui, il rentre, il sait qu'il est éliminé. Mais quand on refait les topos, on se rend compte qu'il est dans les temps, il faut qu'il revienne. Je ne sais pas d'où il partait, ou c'est d'accord de Bonanjo. Il a pris la moto à un moment donné pour arriver au stade. C'est des choses vécues. Mais quand on n'avait pas les infrastructures, je me rappelle, j'ai dit avant qu'on n'en avait pas. Voilà. À Bepanda,
les gars faisaient des meetings là-bas. Oui, tout à fait. C'était gratuit. Aujourd'hui, maintenant qu'on a les infrastructures, il faut payer. Mais c'est terrible. Mais on va où? Donc, on avance ou on recule? Voilà, moi j'en appelle à ceux qui ont la charge d'essayer de voir dans quelles conditions. Je sais peut-être que ça peut être difficile. On est peut-être sur un plateau de télévision, on croit que c'est... Mais qu'ils essayent. Rien n'est difficile. Le chef de l'État, il a mis ses infrastructures, il le dit, pour la jeunesse. C'est ça. À l'époque, quand on n'avait rien ici, on disait, maintenant il a dit, voilà, nous avons 5 grands stades. 5. Sur lesquels je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui sont omnisports. C'est-à-dire que nous pouvons tout faire dessus. Ça. On peut tout faire dessus. Mais on va parler tout à l'heure des gymnases. Je dis même que ce n'est même pas seulement pour les nageurs. J'ai vu à la télé, voilà, parce que je m'adresse encore peut-être au président, pour lui dire que je suis très imprégné. J'ai vu à la télé Marcel Desailly qui s'est blessé. Et lorsqu'il se blesse, en rééducation, on l'a fait travailler dans l'eau. Même l'eau pour rééduquer, pour se remettre. Oui, ça ça aide, se ce n'est fait. pas seulement pour aller nager. Non, ça se fait. Je ne sais pas si c'est lui qui me démentira. Non, c'est clair. En Angleterre, c'est comme ça que les gars se remettent. Voilà. Or, chez nous, quand un gars se blesse, il est obligé d'aller en Europe. Alors qu'on peut tout faire sur place. Parce qu'après, on va te dire que, genre pour moi, le gymnase est fermé. Alors qu'un gars a 2 semaines de récupération juste dans l'eau. On a les stades où il y a des piscines. Si les gars ne nagent pas là-dessus, ça va devenir comment? L'eau va être comment? Il faut la changer à tout moment. Donc, vraiment, c'est... Bref, monsieur Fouler, vous avez le pied sur la planche. Et c'est pour ça que quand on s'entraîne hors du stade, dans des conditions difficiles, il y a des blessures qui surviennent. Voilà. Et qui dit blessure, dit un temps d'arrêt, un temps de préparation qui passe à côté et on recommence presque à zéro pour pouvoir se remettre. Donc, si on ne peut pas voir le stade à part entière, au moins 2 ou 3 fois la semaine pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir s'entraîner, ça va être difficile de réaliser les performances dans un futur. La chance pour ceux qui ont les moyens de sortir et pouvoir s'entraîner avec les meilleurs et avoir réalisé ces performances. Merci beaucoup. Hervé, on va peut-être poursuivre avec la dernière thématique de cette émission. Et c'est en rapport avec la Coupe du monde de football qui démarre la semaine prochaine, le 11 juin, notamment États-Unis, Canada, Mexique. Et le continent africain est représenté par 10 pays. Il n'y a pas le Cameroun, c'est pas grave. Donc, on va rappeler que l'Afrique sera représentée par le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo, dernier pays qualifié comme vous le savez. Alors, je vais demander à Blaise, ce top 10-là, est-ce qu'on est bien représenté? Est-ce que l'Afrique est bien représentée dans cette compétition? Non, il n'y a pas. À partir du moment où il n'y a pas de Cameroun, on n'est pas bien représenté. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, enfin, oui, enfin, je veux dire, il n'y a pas le Nigeria. Il n'est pas là. Pas Nigeria. On a quand même le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, on a le Maroc. C'est quelques valeurs sûres quand même en Afrique, mais pas de Cameroun, c'est assez alors qu'on est passé à 10 pays quand même. Hein. Voilà. C'est 10 pays africains. C'est difficile. Donc, les gens sont arrangés en ce qu'on c'est Jambo. Coach Benjamin Mongo. Alors, ces pays africains qui s'apprêtent justement à disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, on ne va pas s'hasarder en disant que, bon, voilà, le champion d'Afrique, Maroc, Sénégal, on attend encore l'issue au niveau du tribunal arbitral du sport, le TAS. Mais pour vous, comment est-ce que vous voyez ces différents pays qui seront dans cette compétition? Bon, ben, je pense que comme on l'a dit, nous ne sommes pas totalement bien représentés parce que en dehors de tout, il faut rester patriote. Mais aujourd'hui, si vous dormez sur vos lauriers, vous n'aurez pas le résultat que vous attendez. Les autres travaillent, il faut travailler également, parce que le football, les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant, on disait, ok, c'est le Cameroun. Mais attends, on ne va pas regarder le Cameroun, le Lion qu'on doit... Il faut travailler. Et hélas, nous avons été très déçus que aujourd'hui, quand on prend un format où on prend 10 clubs en Afrique quand même et que le Cameroun ne soit pas là,
pour nous, ça nous fait un peu très mal. Mais je pense qu'il y a... Et même pour ceux qui sont dans cette compétition, ils auraient bien aimé voir le Cameroun dans cette Coupe du Monde. Mais pour moi, il y a un lion qui est représenté en Afrique, c'est le Sénégal, qui travaille. Travaille pourquoi? Parce que après que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, on va dire aussi qu'ils ont gagné la Coupe j'ai d'Afrique. dit quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ouais, au départ. Non, ils ont gagné. Ils ont gagné, pas au départ. C'est ça, j'ai dit quand ils ont Le gagné. test n'a pas encore tranché. Non, pour le moment, c'est eux qui ont gagné. Ils ont gagné. En attendant, tout ce que Non, en attendant, on dit que le TAS, on a vu le trophée a été de toutes les remis façons, à qui? je vais reconstruire ma phrase. Je vais reconstruire ma phrase. Bon, ok. Les 2 dernières années, le Sénégal est sur le toit. Récemment encore, hein, voilà. avec les jeunes. C'est ça, j'ai dit. Et maintenant, Voilà. ils viennent de confirmer avec les jeunes. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait à la base pour qu'ils se retrouvent là pendant 2 ans. Il y a un bon travail qui est fait. Et les gens conjuguent ensemble. Et moi, je pense que voilà une équipe qui pourra nous représenter valablement. Il y a également l'Égypte. L'Égypte est qualifiée, qui souvent présente de très bonnes choses. Mais quand vous avez vu quand même cette équipe égyptienne à la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Non, je dis, ils nous présentent souvent des bonnes choses. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a les pays maghrébiens et ces pays de l'Afrique sont sûrs, noirs, dont j'essaie de revoir un peu le Maroc qui s'était aussi très bien présenté lors de la dernière échéance de la Coupe du Monde. Oui, au Qatar. Oui, au Qatar. Donc je me dis qu'ils peuvent également présenter de très bonnes choses. Ouais. Mais je voudrais m'attarder sur un travail qui est fait. Je prends l'exemple du Sénégal. Et je voudrais dire ici qu'il y a un travail qui est fait au Cameroun à l'heure actuelle par un projet des TDS, U15 et U17. C'est un projet qui vient de la fédération, mais qui est suivi par la direction technique nationale. Et je pense que c'est à partir de ces TDS qui ont commencé l'année dernière, où on a eu des très bons U17 cette saison, même si à la compétition où ils viennent de partir, on est quand même qualifié pour la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a un travail déjà en train d'être fait. Et dans ces TDS, il y a les U15 et il y a les U17. D'ailleurs, dans la région du littoral, et je suis l'entraîneur régional des U15 et coordonné par le CTR Vassili Sessemé dans la région. Ben, celui qui fait le suivi dans tout le Cameroun, c'est le directeur, le directeur technique national, Angelbert Barga, qui tient du prix dans ce projet. Et je pense que à l'heure actuelle, il y a déjà des fruits à partir de cette qualification. Je pense qu'il faut qu'on donne encore 2 ans, 1 ou 2 ans. Nos sélections à la base, on aura une antichambre de sélection qui commence déjà par des régions. Parce que pour cette fois-ci, je pense que l'objectif, c'est avoir les meilleurs joueurs de la région qui sortent de toutes des écoles de foot dans la région du littoral et dans les centres de formation. Parce que vous savez, la différence entre les centres de formation et l'école de foot, c'est que les centres de formation, c'est ceux qui ont tout sur place, comme Kadi Academy, École de brasserie du Cameroun, voilà, tout sur place, ça c'est les centres de formation. Mais école de foot, c'est les associations qu'on retrouve, où les enfants viennent s'entraîner, il y a qui repartent. Alors, les meilleurs, et c'est une liste qui est dynamique, ça veut dire que vous avez recruté aujourd'hui, vous avez les 25, prochainement vous faites un match contre une autre équipe, vous refaites un autre regroupement, il y a mieux que ceux-là, alors on enlève pour mettre un autre. Et ce qui fait que à la fin, il y a la graine des graines, les meilleurs des meilleurs, qui vont aller. Il y aura également un groupe qui sera dans le centre et l'autre dans le Grand Nord.
qui va se passer à Yaoundé. Et là-bas, ils vont prendre les meilleurs qui vont être à la disposition de la direction technique nationale. Moi, je disais, c'est déjà un travail qui est fait à la base. Moi, j'apprécie. Il fallait que je vous parle de ça, parce que quand je vois aujourd'hui le Sénégal être à ce niveau, et le travail qui est fait à la base aujourd'hui par la direction technique nationale, bien sûr par sa fédération, patronnée par la Fédération camerounaise de football, je pense que dans 2 ans, nous aurons des très bons effectifs au Cameroun, parce que nous sommes tous d'accord qu'on n'est pas très contents de la débarque que nous avons eue dans toutes les autres sélections. En cascade. Oui, en cascade. Bon, mais au moins les bébés U17 ont eu cette qualification pour la Coupe du Monde. Et souhaitons également que notre équipe nationale, qui va commencer la compétition, bien sûr, se qualifie. Et moi, je suis convaincu qu'on va être qualifié un peu plus tôt. Et voilà, donc je pense qu'un travail est fait à la base. Il faut juste qu'on prenne du temps. Et à la fin, on aura ce que nous attendons. Il faut travailler, c'est ce que nous souhaitons. Et ça est déjà un projet comme celui-là est vraiment appréciable. Merci bien, coach. C'est vrai qu'on se dirige vers la fin de cette émission. Serge Zambo, c'est 10 pays africains en coupe du Monde. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire. Bah ouais, déjà, il faut déjà dire que je suis d'accord que le Cameroun ne soit pas là, mais nous serons quand même représentés. On a beaucoup de représentants dans d'autres nations. D'une façon ou d'une autre, en France, je crois qu'on en compte 3. Il y a Saliba, il y a Mbappé, il y a Chouameni. Bon, en Suisse, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Mbolo. Oui, c'est la consolation. Puisque certains ont décidé qu'on ne peut pas y aller. Donc, il y a Chouameni. En Suisse, il y a des joueurs. Je crois qu'en Belgique, on a le joueur d'Aston Villa, Amadou, qui a gagné la Ligue Europa. Bon, donc, il y a même le jeune Vogo également, je crois. Qui va pour la Suisse. Donc, quelque part, il y a peut-être 8 Camerounais. Même en Côte d'Ivoire, si Dika, il est là, la Côte d'Ivoire a déjà sorti sa liste. Merci. Bon, donc s'il est là, donc nous sommes quand même plus ou moins représentés. Maintenant, au niveau africain... Vous cherchez les Camerounais. Oui, il faudrait bien. Vous savez, la Coupe du Monde, elle passera certainement à la télé, non? Voilà, évidemment. Donc, ce sera un peu la consolation qu'on soit assis et qu'on se dise que, voilà, enfin... Je me souviens en 1998, lorsque la France gagne la Coupe du Monde, la toute première. Nous sommes en 1998, Lydie. Il y avait un Ghanéen, Marcel Desailly. Il y avait un Algérien, c'était Zinedine Zidane. Voilà. Il y avait plein de petits noirs là, ils étaient nombreux, vous voyez. Bon, le Ghana dit, nous on a quand même gagné à travers ces représentants-là. Lorsque la France revient prendre la Coupe du Monde en 2018, nous aussi, on se targue de dire il y a Mbappé, il y a Umtiti. Vous voyez un peu? Donc, quelque part, on se sent plus ou moins concerné. C'est pour ça que j'étais obligé quand même de dire que, même si le Cameroun n'y est pas, mais au moins, on a des représentants. Maintenant, mon cœur bat un tout petit peu pour la Côte d'Ivoire. Il y a le Sénégal, qu'on n'en parle plus, ça, les Mongols. Ils ont, depuis un bon bout de temps, depuis peut-être 3 ou 4 ans, dans toutes les sélections, le Sénégal engrange des victoires. Même si la dernière ou l'avant-dernière est encore quelque part au tasse, mais quelque part, quand même, les sélections sénégalaises, ça suit. Il y a un travail, effectivement, qui suit. Voilà. Donc, il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il ne faudrait pas l'oublier. Ils ont fait une bonne Coupe du Monde, ils ont fini 4e. Ils ont la première nation à être demi-finaliste. Africaine en Coupe du Monde, parce qu'ils ont su Donc, ce sera un peu ça. Le Ghana était déjà aussi aux demi-finales. Non, en quart de finale. Le Ghana s'est arrêté en quart, comme nous. Non, même pas. Le Ghana c'était en 8e, c'était quart. Oui, lorsqu'ils ont raté un pénalty. Le Cameroun, nous sommes les premiers en quart. C'est Maroc qui est allé jusqu'en demi-finale. Voilà. Ce sera ça aussi l'objectif pour ces pays africains. D'essayer de monter d'un cran. Voilà. Tout à fait. On attend l'Afrique. On attend d'Afrique au moins en demi ou en finale. Pourquoi pas? Parce que au moins dans le carré. Quand même dans le carré. Si on est déjà dans le carré. En demi ou en finale. Ou en finale. Bon, sauf que pour qu'on arrive en demi, il nous a fallu peut-être 2 compétitions ou 3. Donc peut-être pour qu'on arrive également en finale, il nous en faudra peut-être, c'est peut-être l'objectif 2030 ou 2034. Ça, c'est une possibilité. Ça peut aussi être 2026. Mais je ne vois pas une nation africaine en demi, vraiment, sous cette Coupe du Monde.
Non, je pense pas, sincèrement. Lorsque j'ai vu la dernière CAN, le niveau de la CAN, c'était très inquiétant quand même. Non, ça va être compliqué. Je pense que ce que le Maroc a fait... Je pense qu'il y a encore un peu de temps pour travailler. Oui, enfin, ce que le Maroc a fait il y a 4 ans, c'était exceptionnel. Et ça, c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Mais il y a eu du temps. La CAN est finie depuis combien de temps? Les clubs sont ratés travailler. Oui, mais d'accord. Il faut toujours donner une marge de progression et donner... Vous n'allez pas condamner les gens sans aller voir sur le terrain? Non, on ne les condamne pas, mais là, nous sommes un peu... On évalue. Je dis qu'il y a eu du temps. Donc, moi, je ne sais pas en tant qu'entraîneur. Tu es entraîneur et tu es technicien, tu te dis, bon... Oui, si ça n'a pas marché pendant la Coupe d'Afrique, forcément, il y a des choses qui n'ont pas marché où les entraîneurs sont venus travailler pour préparer cette compétition majeure. Parce que moi, je vois faut comprendre que la Coupe du Monde... de l'Afrique du Sud. La Coupe du Monde, ça va être... l'Afrique du Sud. La Coupe du Monde... Oui, mais il faut aussi savoir que les sélections nationales, ça n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Je suis d'accord. Un maximum 1 mois pour travailler, tout ça. Après, ce qui rend les autres un peu forts, c'est les championnats dans lesquels ils jouent. Angleterre, Espagne... Nos championnats sont très légers. Tu vois le Cap Vert. Voilà, tu vois le Cap Vert, tu vas à Haïti, qui va en Coupe du Monde, tout ça là. Enfin, je veux dire... c'est vrai, c'est pour ça que je n'ai pas cité certains clubs. J'ai cité voilà, 4-5. Non, je ne pense pas. Donc, les équipes européennes deviennent de plus en plus fortes. C'est-à-dire que la France est de plus en plus forte, l'Espagne, l'Angleterre, c'est très fort. Donc, j'espère. Je compte sur le Sénégal, un peu sur la Côte d'Ivoire. Maroc, je ne pense pas trop parce que... Encore que le Sénégal n'est pas dans une poule très facile. Voilà. Pour s'en sortir, le Maroc encore peut facilement, la Côte d'Ivoire également, mais le Sénégal, il y a la France déjà de ce côté-là, c'est pas très évident. Mais moi, je parle beaucoup plus du Maroc parce qu'ils ont aussi un entraîneur qui a déjà été dans ces compétitions. Ils l'ont débarqué. Non, ils l'ont débarqué. Non, mais c'est plus le même. Ils l'ont débarqué. Après la CAN, là, je pense qu'ils l'ont débarqué. Mais je pense que c'était d'abord encore dans la discussion, on n'avait pas encore pris une décision. Ah non, il est parti. Moi, je pense pourtant qu'il faut y croire. Déjà que la CAN, c'est une compétition assez difficile. La compétition a toujours été difficile. Et quand on parfois des pays qui sortent de la CAN, qui vont émerger dans ce type de compétition comme le championnat du monde, déjà par le fait qu'il y ait 4 pays africains qui aient pu atteindre le cap des quarts de finale, je pense et un pays qui a fait la demi-finale, c'est de bon augure qu'on puisse espérer mieux. Et là, on dit le football, c'est vrai, arriver en finale, c'est difficile parce que le football ne se joue pas seulement au stade, il se joue également en dehors des stades. Donc, atteindre une finale de Coupe du Monde, je pense qu'il faut encore... Quand vous êtes en dehors du stade, là, avec l'entraîneur peut mieux... C'est la deuxième fois que vous dites ça dans cette émission. L'entraîneur... Oui, non, c'est vrai ce qu'il a dit. Le match se joue sur le terrain. Non, c'est pas dans ce stade. Non, c'est pas dans ce stade. Et tu as dit, on se comprend. Un match se prépare, en fait. Parce que vous n'allez pas aller jouer un match... Vous allez jouer, je dis n'importe quoi. Sur le terrain. Mercredi. Non, comment du terrain aussi. Non, madame, quand je dis par exemple, Lydie, je vais expliquer. Un match, avant de le jouer sur le terrain, il y a une période de préparation. Vous faites mal la préparation, c'est en dehors du terrain. Pourquoi? Parce qu'il faut faire bien votre préparation. Ah, d'accord, c'est pas autre chose. Oui, c'est pas autre chose. La préparation. Préparez bien votre match. C'est comme on fait son lit, c'est comme ça on dort. Donc on a vous faites mal votre lit, vous dormez mal. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, parce que regardez, vous jouez par exemple, je dis n'importe quoi mercredi. Lundi, vous n'avez pas, je sais pas, n'importe quoi. Vous n'êtes pas là où il faut. Le club n'est pas arrivé à temps. Au niveau de la préparation, il y a des joueurs qui sont pas suivis. Donc, il y a tout un tout avant qu'on ne joue le match. Quand on vient sur le terrain, il y a d'abord beaucoup de choses qui sont préparées avant de retrouver l'air de jeu. C'est dans ce sens que je parlais, M. Serge. Bon, d'accord. C'est pas moi qui ai posé le problème. Hervé avait la parole. On est en fin d'émission. Non, mais Hervé avait la parole. Oui, je tente de dire que, en fait, les Africains évoluent dans les meilleurs clubs européens. On les retrouve partout en Europe. Donc, il n'est pas question qu'on ait peur. Parce qu'ils rivalisent l'adresse avec ces joueurs tous les jours au quotidien. Donc, moi, je pense que
on devait croire, comme le coach l'a si bien dit, le Sénégal. Moi, je pense Sénégal, Maroc, des équipes qui ont déjà un vécu, qui ont affronté le très haut niveau et qui savent de quoi il est question. Je pense qu'on a le droit d'y croire. Donc, on attend tout simplement. Voilà, donc Sénégal pour le coach aussi. Sénégal, Serge, c'était Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire. Bon, Pareil. Blaise. Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire. Sénégal. Bon, d'accord. De toute façon, il n'y a pas de Cameroun, donc... Même s'il y avait eu Cameroun. Ah, j'aurais mis une pièce sur le Cameroun. Il faut aussi un peu ajouter du Ghana là-dedans. Ouais, le Ghana, Black Star, ils sont pas là. C'est vrai, ces derniers... Non, Ghana n'est pas dedans. Non, le Ghana n'est pas dedans. Il n'y a pas Ghana, il n'y a pas Niger, il n'y a pas Nigeria. Le Ghana... C'est même grave. Je voulais parler de l'Afrique du Sud. Justement, moi j'ai même parlé de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Il y a l'Afrique du Sud, justement. Parmi les pays anglo-saxons, l'Afrique du Sud, ils ont un très beau football. Sauf que c'est bien structuré, mais ils ont toujours des problèmes. Il y a beaucoup de vitesse aussi dans Oui, ils ont toujours des problèmes au niveau de la défense. Toujours des problèmes défensifs, ils encaissent beaucoup plus. Or, leur football, il est très alléchant, ils vont très très vite. Il y a beaucoup de transitions un peu comme chez les voisins. Donc, mais généralement, derrière, c'est toi qui peux mieux l'analyser. C'est constamment un peu poreux. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'Afrique du Sud. Parce que regardez, la CAN, la dernière CAN, le match qu'ils ont joué contre le Cameroun, il y avait beaucoup de vitesse. Beaucoup, mais derrière, c'est pour eux. Et on a l'impression aussi que physiquement, ça ne tient pas. Il faut juste mettre un accent sur l'animation défensive. Parce qu'en fait, au football aujourd'hui, il y a les phases de jeu, les phases offensives, les phases défensives. Et maintenant, quand on constate que sur le plan défensif, l'équipe ne se comporte pas bien, surtout qu'ils sont déjà bien en transition. Donc, transition def-off, ils n'ont pas de soucis. Donc, il faut juste mettre un accent sur l'animation défensive, un peu comme l'Arsenal a fait contre Paris, parce qu'ils ont compris que Paris, s'ils essayent d'ouvrir le jeu, ça va être compliqué. Alors, ils ont mis un accent sur l'animation défensive. Ils ont essayé de jouer bloc bas, par moments médian, mais c'était à la deuxième mi-temps qu'ils sont sortis un peu de leur zone de confort, pour essayer d'occuper les zones de progression, leur zone de progression, déséquilibre. Mais ils ne se sont pas retrouvés beaucoup plus dans les zones de finition, difficilement. Donc je pense que pour une équipe qui a ces soucis-là, il doit mettre beaucoup plus un accent sur son animation défensive, parce que sur le plan du jeu, ils essayent d'élaborer. Donc chaque équipe a des défauts, mais corrige à l'entraînement et essaie de voir ce qu'il faut pour... mais je pense qu'ils nous ont suivis parce que c'est une grande émission qui est suivie dans tout le monde entier. Donc ils nous ont suivis, ils vont corriger. Le jeu sans ballon. Le micro Blaise. Moi, je voulais plutôt dire que généralement, Arsenal, ce n'est pas une équipe défensive. En général, c'est une équipe qui attaque. Et je pense qu'ils ont eu une mauvaise lecture du jeu, de pouvoir défendre. Quand on n'est pas habitué à défendre, il va être difficile qu'on puisse pouvoir garder ses goals inviolés jusqu'à la fin. Donc, je me souviens par le passé, Arsenal, quand il jouait le Barcelone, qui est une équipe de possession, Arsenal arrivait à jouer, raison pour laquelle il arrivait à menacer Barcelone. Même comme il perdait, il arrivait à jouer et titiller le Barcelone. Le choix qu'ils ont porté d'installer un bus dans leur défense et vouloir maintenir le score. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que si vous avez suivi Arsenal pendant la saison, Arsenal a eu 2 phases. Voilà. En début de championnat, Arsenal, c'était une équipe qui jouait au football. Flamboyante. Ils jouaient, c'est-à-dire qu'ils attaquaient. Mais je pense qu'à un moment donné, ils se sont crispés parce qu'ils voulaient absolument gagner le championnat. Ils ont bétonné. Et c'est pour ça qu'on disait que boring Arsenal, parce que c'était moche à voir Arsenal jouer. Donc, ce qu'ils ont fait contre Paris, en fait, ils sont restés dans leur logique. Mais c'est la meilleure équipe qui défend le mieux au monde. Mais ils ont eu la meilleure défense. Voilà. Le jeu sans ballon, ils sont très... Moi, je voulais juste ajouter que Arsenal, à des moments difficiles, était obligé justement de défendre. Parce que quand tu regardes Arsenal City,
C'est le même comportement qu'ils ont eu contre Paris Saint-Germain. Et si tu essaies d'ouvrir contre Paris, tu es mort. D'accord. Ça, c'est clair. Tu es mort. Moi, je pense que le Bayern a gagné l'objectif. Arriver jusqu'au tir au but. Oui, tout à fait. Si tu ouvres, on va continuer cette discussion après. Merci d'être venu. Paris en phase de transition. Adonis Diamène qui était à la réalisation, Nono Fetele, les caméras, Yvonne Amougo maquillage, Pierre au son, amis sportifs. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très vite sur Spectrum Télévision. Au revoir.